Bonsoir, ravi de vous retrouver pour la 14e journée d'onco-urologie organisée par l'Association marocaine d'urologie 2020. Malheureusement, vu le contexte Covid-19, la journée sera organisée en semi-présentiel et en deux parties. Ce soir, on va aborder l'étude de cas cliniques qui seront animées par le professeur Belknesh, le professeur Hammer et le professeur Lalish, que nous remercions vivement. Une deuxième partie sera organisée demain matin de 10h à 13h avec des présentations des experts, Dr Twiger, Dr Graf, Dr Sterman et Dr Lhbabi, que nous remercions vivement aussi pour leur participation ainsi que les modérateurs. Nous remercions aussi notre sponsor Ipsen. Et à vous la parole, professeur Belknesh. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de modérer avec mes amis professeur Lalish et professeur Hammer cette première session de notre fameuse journée d'onco-urologique. Nous en sommes à la 14e et je remercie par là le comité organisateur d'avoir maintenu cette journée malgré le contexte épidémiologique que nous connaissons tous et qui restreint bien sûr les contacts directs et les réunions. Il y a tout un protocole à suivre pour se réunir. Donc on est en semi-présentiel. C'est déjà bien, ça nous permet de rencontrer les amis. Vous savez, les premières journées d'onco-urologie ont démarré sous forme de questions-réponses, en fait. C'était le format initial. Et sur ces questions-réponses, on ajoutait un peu de littérature, bien sûr, pour conforter, j'allais dire, les prises de position des uns et des autres quant à la conduite à tenir vis-à-vis de cas difficiles. Et je crois que cette tradition a été maintenue aujourd'hui. Et donc, nous allons commencer par des cas cliniques. Et ces cas cliniques, bien sûr, vous devez, chère audience, que je vous salue, réagir par le biais du chat et envoyer bien sûr votre questions qui seront transmises aux conférenciers. On essaiera de répondre aux interrogations des uns et des autres dans la mesure du possible. Donc, nous allons commencer par le premier cas clinique. Qui va être présenté par... Allez-y, Dr Khdash. Alors, chers maîtres, chers frères, honorable assistance, tout d'abord, je voudrais remercier le professeur Msharqi, le professeur Redouane, le professeur Alami de m'avoir invité à ces journées d'onco-urologie. Je voudrais aussi remercier nos chers modérateurs, professeur Belknesh, professeur Lalish et professeur Hammer, qui nous suivent en distanciel. Et bien sûr, saluer tous les urologues qui nous suivent ce soir, que ce soit en distanciel ou en présentiel, et remercier enfin le laboratoire Ipsen. Alors, pour notre cas, permettez-moi de vous présenter un cas de cancer de prostate métastatique qui avait posé un problème thérapeutique en 2007. Alors, il s'agit d'un patient de 70 ans, qui avait 70 ans en 2007, marié avec 2 enfants, qui s'est présenté en consultation pour des signes de bas appareil urinaire à type de dysurie. Donc, le patient avait comme antécédents médicaux un diabète sous insuline, une hypertension artérielle sous inhibiteur d'enzymes de conversion. Il était tabagique et sevré il y a 5 ans et sans notion d'antécédents particuliers familiaux. Alors, le patient s'est présenté en consultation pour des signes de bas appareil urinaire sans signes associés, le tout évoluant dans un tableau d'apyrexie et de conservation de l'état général. À l'examen, on trouve un patient en bon état général avec un performance status à 0, un score IPSS à 8, un score IEF à 23, c'est-à-dire une fonction érectile qui est normale, avec au toucher rectal une prostate estimée à 40 grammes, mais dure, classée T2C.
Alors, un bilan biologique a été réalisé le mois 9 2007 qui a trouvé un taux de PSA qui était à 500 nanogrammes par millilitre avec un ECBE qui était stérile. Donc, une biopsie de prostate a été réalisée le mois 10 2007 qui a retrouvé un adénocarcinome de prostate, Gleason 7 3 plus 4, ISUP2, intéressant 30% des carottes à gauche et un foyer millimétrique à droite. Juste pour rappel, le score ISUP est un score qui a été créé en se basant sur le score de Gleason pour le rendre son interprétation plus simple et plus fiable sur le plan pronostic. Avec un grade ISUP1 qui correspond au Gleason 6, l'ISUP2 qui correspond au Gleason 7 3 plus 4, le Gleason 4 plus 3 qui est l'ISUP3, le Gleason 8 4 plus 4, 3 plus 5 ou 5 plus 3 qui est l'ISUP4 pardon, et le Gleason 9 et 10 qui représente l'ISUP5. Donc, à votre avis, Oussad Belhnesh, quel bilan d'extension on peut demander en 2021 pour ce patient qui présente un adénocarcinome de haut risque? Je vais être bref parce que probablement des questions vont venir de l'assistance, mais je pense qu'on doit demander une scintigraphie osseuse en premier lieu pour asseoir un diagnostic de cancer métastatique au vu des chiffres de PSA chez ce patient. Effectivement, selon les dernières recommandations de l'AFU 2020-2022, alors le bilan standard pour les cancers de prostate de haut risque et la scintigraphie osseuse associée à un scanner thoraco-abdominopelvien. Ce qui a été ajouté cette année, c'est un bilan optionnel qui est le PET scan PSMA qui a montré sa supériorité par rapport au scanner et à la scintigraphie osseuse pour la détection des métastases, notamment avec l'étude PSMA qui a comparé deux groupes, un groupe qui a eu une tomoscintigraphie osseuse avec scanner thoraco-abdominopelvien versus un groupe qui a eu un PET scan PSMA. Et on a retrouvé 27% de détection pour les patients qui ont eu le PSMA pour les localisations secondaires. Le point négatif, c'est que cet examen n'est pas encore disponible au Maroc. On l'aura probablement bientôt. Par contre, son coût est très élevé. D'ailleurs, en France, il est encore en ATE, c'est-à-dire qu'il faut passer par un PET scan choline qui doit être négatif pour pouvoir faire un PET scan PSMA. Pour ce qui est de l'EAE, ils n'ont pas précisé par quel type d'imagerie, mais il fallait faire au moins une imagerie abdominopelvienne avec une tomoscintigraphie osseuse. Donc, comme a dit Oussad Belhnesh, effectivement, notre patient il a reçu une scintigraphie osseuse le mois 11 2007, qui a retrouvé de multiples lésions du squelette axial, plus de 4 lésions. Un scanner thoraco-abdominopelvien a été fait, mais qui n'a pas trouvé de lésions viscérales. Donc, en conclusion, il s'agit d'un patient de 70 ans, diabétique et hypertendu, qui présente un adénocarcinome de prostate Gleason 7, 3 plus 4, groupe grade ISUP2, qui est métastatique, synchrone, hormononaïf, avec plusieurs métastases osseuses du squelette axial et sans métastases viscérales. Donc, à votre avis, Oussad Belhnesh, quel traitement on peut proposer à notre patient en 2021? Est-ce une hormonothérapie de première ligne, hormonothérapie avec docetaxel, hormonothérapie avec acétate d'abiraterone ou bien avec enzalutamide, apalutamide, traitement local de la prostate? Et est-ce qu'il faut traiter aussi les métastases? Alors en 2021, ce patient, c'est un cancer de prostate métastatique qui a plus de 4 lésions osseuses. Donc, on peut dire que c'est un cancer à haut risque ou à charge métastatique importante, bien qu'il n'a pas de métastase viscérale. Alors, le traitement idéal pour ce patient-là est un traitement d'hormonothérapie de première ligne associé à une chimiothérapie, voire associé à une hormonothérapie de deuxième ligne, acétate d'abiraterone ou l'enzalutamide. La palutamide, non. Le traitement local n'est pas indiqué parce qu'on peut le proposer dans le cadre du cancer oligométastatique, ce qui n'est pas le cas chez ce patient-là. Et il n'y a pas d'intérêt à traiter les métastases directes, à part s'il y a des lésions osseuses rachidiennes menaçantes qui peut nécessiter une radiothérapie sur ces métastases osseuses. Effectivement, je vous
remercie Oussad Lalej. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour le cancer de prostate métastatique, il y a deux notions, la notion du volume et la notion du risque. Donc, pour les patients de haut volume, selon les critères de Charted, donc, ça représente les patients qui ont plusieurs lésions métastatiques supérieures à 4 lésions osseuses du pelvis et du rachis, ou bien une lésion osseuse extra-axiale, ou bien la présence d'une métastase viscérale. Alors, plusieurs études ont montré l'efficacité du docetaxel pour les patients qui ont un haut volume, notamment l'étude de Charted et l'étude de Stampede. Pour les patients qui sont de haut risque, selon les critères de l'attitude, c'est-à-dire la présence d'au moins 2 facteurs de risque, 3 lésions osseuses, une métastase viscérale ou bien un glyzone élevé, ISUP 4 ou 5. Pour ces patients-là, l'acétate d'abiraterone a montré son efficacité, comme a été prouvé dans l'étude Stampede et l'attitude, avec une amélioration de 14% de la survie à 3 ans. L'acétate d'abiraterone a montré aussi son efficacité pour les patients qui ont un faible risque. Pour ce qui est de l'enzalutamide, l'étude Arches a montré un bénéfice en survie sans progression radiologique, avec 84% pour les patients qui ont reçu l'enzalutamide comme traitement, versus 64% pour les patients qui ont eu juste une hormonothérapie de première ligne. Il y a aussi l'étude Enzamet qui a montré un bénéfice en survie globale avec une diminution du risque de décès de 33%. Pour ce qui est de la palutamide, l'étude Titan a montré un bénéfice en survie globale et une survie sans progression radiologique avec une diminution de 33% du risque de décès et une diminution de 52% du risque de progression radiologique. Alors, faut-il faire un traitement local de ce cancer de prostate métastatique? En fait, cela dépendait de la charge tumorale, c'est-à-dire qu'il y avait un bénéfice à traiter localement la prostate pour les patients qui ont un faible volume tumoral, c'est-à-dire dans le cadre d'un oligométastatique, c'est-à-dire moins de 3 lésions osseuses au niveau axial et sans lésions métastatiques viscérales. Est-ce qu'il y a lieu à traiter les métastases? Il y a eu 3 études qui ont essayé de démontrer cela, l'étude Popstar, l'étude Stomp et l'étude Comet. Donc, ils ont trouvé qu'il y avait un bénéfice en survie sans progression radiologique, mais on n'a pas assez de données par rapport à la survie globale qui permettent de faire des recommandations là-dessus. Alors, pour récapituler, selon les dernières recommandations de l'AFU 2020-2022, pour les patients qui sont de haut volume ou bien de haut risque, il est recommandé de les traiter par une hormonothérapie de première ligne associée à une acétate d'abiraterone, ou bien enzalutamide, ou bien apalutamide, ou bien du docetaxel, et sans traiter localement la prostate. Mais pour les patients qui sont de bas volume ou bien bas risque, il est recommandé de les traiter aussi par acétate d'abiraterone ou bien enzalutamide ou apalutamide et de traiter localement la prostate par une radiothérapie. Pour ce qui est de l'EAU, ils ne parlent pas du haut volume, mais par contre, ils ont remplacé le mot par who are for it, c'est-à-dire pour les patients qui sont pour ou bien qui sont fit pour. Donc, ils recommandent de faire une hormonothérapie de première ligne associée à une chimiothérapie ou bien acétate d'abiraterone ou bien enzalutamide ou apalutamide. Et il serait préférable de traiter localement la prostate si le patient est un bas volume selon les critères Charted, et il n'y a pas lieu à traiter localement la prostate si c'est un haut volume. Alors, faut-il traiter le patient par une hormonothérapie immédiate ou bien en différé? Alors, la question est vite répondue. Selon les recommandations de l'AFU ou bien l'EAU, il faut faire une hormonothérapie immédiate. Et cela pour diminuer le risque de compression médulaire, les fractures et d'obstruction et autres complications. Faut-il faire un blocage androgénique complet en 2021? Alors, il n'y a pas d'indication à le faire, sauf pour éviter le flare-up. C'est-à-dire quand on traite les patients par analogue LHRH, il serait préférable de les traiter par un traitement combiné avec l'ajout d'anti-androgènes non stéroïdiens. Alors, pour notre patient, il a eu un bilan pré-hormonothérapie avec un examen clinique cardiovasculaire qui était complet, qui n'a pas montré de particularité, un score IEF à 23 avec une fonction érectile qui est normale, une glycémie à jeun avec 1,80 g par décilitre, une ostéodensitométrie qui n'a pas montré de particularité, une calcémie et dosage vitamine D qui était normal. Alors, notre patient a été mis sous hormonothérapie de première ligne par bicalutamide
50 mg par jour pendant un mois pour éviter le flare-up, et un analogue LHRH, une injection tous les 3 mois. Alors, pour notre patient, son PSA est descendu de 500 à 3,25 nanogrammes par millilitre en 6 mois. Un autre dosage à 1 an était à 0,27 nanogrammes par millilitre. Alors, je demanderai une question à Oussad Amr. Peut-on faire un schéma intermittent d'hormonothérapie? Oui. Bonjour tout le monde. Salut cher ami. En principe, dans un cas pareil, il n'est pas conseillé disons, de procéder à un traitement par hormonothérapie intermittente parce qu'on n'est pas dans une récidive ou dans une progression après un traitement local. Toujours est-il que sur le plan pratique, il y en a quelques-uns, et entre autres nous, nous, on utilise quand même le traitement disons, intermittent d'hormonothérapie, c'est essentiellement pour éviter le surcoût, parce que quand même le traitement par hormonothérapie au long cours, quand même, elle a un impact financier qui est aussi considérable. Pour cette raison, dès que le PSA descend en deçà de 4 nanogrammes par millilitre et dès que le patient devient asymptomatique, il nous est permis de procéder à une hormonothérapie intermittente. Toujours est-il, je rappelle et je réitère ce que je viens de dire, ce n'est pas conseillé dans ce cas-là parce qu'on est dans un cas métastatique. Pourtant, dans une progression biologique après un traitement local, il est possible disons, de prescrire une hormonothérapie de façon intermittente. Voilà. Je vous remercie, Oussad Amr. Alors, effectivement, il y a eu plusieurs essais qui ont essayé de démontrer l'intérêt d'un traitement par hormonothérapie intermittente, mais il est toujours incertain par rapport à la diminution des effets secondaires de cette hormonothérapie, notamment sur la qualité de vie et le libido. Et ce qui est recommandé selon les recommandations de l'AFU 2020-2022, c'est qu'on peut faire un traitement hormonal intermittent pour les patients qui sont en récidive biologique, comme a dit Oussad Amr, pour les patients qui sont localement avancés et pour les patients qui sont métastatiques, à condition qu'ils soient à faible volume, c'est-à-dire des possibles métastatiques avec un patient qui est asymptomatique et un PSA à 6 mois qui est inférieur à 4 nanogrammes par millilitre. Et on remet le patient sous hormonothérapie si son PSA augmente supérieur à 10 ou à 20 nanogrammes par millilitre, ou bien l'apparition de symptômes. Alors pour notre patient, 2 ans après hormonothérapie, son PSA était contrôlé à 0,35 nanogrammes par millilitre, donc on a décidé de le mettre sous traitement intermittent. Alors 6 mois après, son PSA augmente et arrive à 18 nanogrammes par millilitre. Donc, on a décidé de le mettre sous analogue LHRH avec un anti-androgène non stéroïdien, avec un blocage androgénique complet. Alors, 8 mois après, le patient a fait baisser son PSA avec 0,63 nanogrammes par millilitre et on a refait un schéma intermittent pour notre patient. 1 an après, son PSA est augmenté à 10 nanogrammes par millilitre et on a fait un bilan pour ce patient avec une échographie qui a été faite le mois 11 2011, qui a montré une petite dilatation ou bien une urétérohydronéphrose minime à gauche avec un microcalcul caliciel inférieur de 4,5 mm, avec une hypertrophie prostatique et une prostate estimée à 48 grammes. On a complété avec une scintigraphie osseuse qui a été faite le mois 12 2011, mais qui n'a pas montré d'anomalie suspecte de fixation. Alors, on a complété par un scanner, un uroscanner, qui n'a pas montré de particularité. Alors, notre patient a fait augmenter encore une fois son PSA à 13 nanogrammes par millilitre, donc on l'a mis sous blocage androgénique complet. 8 mois après, son PSA continue à augmenter et est arrivé à 102 nanogrammes par millilitre avec un patient qui est devenu très dysurique. Donc, on a décidé de faire une résection de prostate pour lui avec, bien sûr, un blocage androgénique complet. Avec le résultat anatomopathologique qui a montré un adénocarcinome de prostate, score Gleason 8, 4+4, intéressant environ 70% des carottes de l'ensemble des fragments examinés. Alors, 3 mois après, le PSA continue d'augmenter. Il est arrivé à 136 nanogrammes par millilitre. Donc, on a complété par un bilan biologique, taux de testostéronémie qui était bas avec 0,025 nanomol par litre, une scintigraphie osseuse qui était négative, un scanner thoraco-abdominopelvien qui n'a pas montré de lésion viscérale ou osseuse.
Alors, je pose une question à professeur Amr. Est-ce qu'on est dans le droit de dire que c'est un patient qui est résistant à la castration M0 alors qu'il était métastatique avant? Oui, au vu de ce que vous venez de présenter, c'est le plan biologique, c'est le plan radiologique, on est devant un cancer de la prostate résistant à la castration. Maintenant, s'agissant d'un patient qui, au préalable, était métastatique, hormonosensible, puis après, il a progressé sous traitement hormonal, mais avec actuellement, il n'y a plus de métastases qui sont visibles selon ce que vous venez de présenter comme bilan radiologique. Donc, on est en droit, en quelque sorte, de le considérer comme étant M0 CRPC. Quoique c'est pas disons, habituel de considérer ce type de malade M0 CRPC, parce que généralement, les CRPC M0, ce sont des malades qui ont progressé après un traitement local, qui jusque-là n'étaient pas métastatiques, mais du moment où il y avait une progression biologique, qui ont évolué sous traitement hormonal, quoique au début, ce n'étaient pas des malades métastatiques. À ce moment-là, dès le moment où ils ont progressé sous traitement hormonal et avec une castration qui était efficace, donc ce sont d'habitude le type de malade qu'on considère comme étant M0 CRPC. Maintenant, c'est la discussion au panel. Mais c'est un sous-type un petit peu particulier de M0 CRPC des malades qui étaient préalablement métastatiques. Dans toutes les études qui ont été faites sur le M0-CRPC, ce genre de malade n'a pas été retenu. C'est-à-dire quand un malade a été catalogué métastatique, même si à la scintigraphie, toutes les métastases disparaissent, il reste métastatique. Parce que justement, on est sur des données avec des traceurs, une radiologie métabolique qui est classique. Mais chez ce malade-là, si on avait demandé un PSMA, peut-être qu'on retrouverait encore des métastases. Toujours est-il qu'on ne revient pas, même si les métastases disparaissent, on ne peut pas parler de guérison métastatique et donc retour à un statut M0. Ça n'existe pas. Par contre, j'ai remarqué une chose, vous, quand vous avez traité votre patient, vous êtes revenu sur l'hormonothérapie intermittente et puis des fois vous faites le bac, des fois vous ne faites pas le bac. Pourquoi? Parce que du moment que c'est un malade qui est métastatique et qui a commencé à relapser avec une élévation du PSA, je pense qu'il n'est plus question maintenant, on est hors indication, aussi bien pour l'hormonothérapie donc intermittente que aussi d'introduire et d'enlever les analogues, les anti-androgènes. C'est très important et peut-être que votre courbe aurait été meilleure. Je pose la question. Je pense que la courbe aurait été meilleure avec un peu plus de latence de la maladie. Mais ça, c'est peut-être le fait qu'il y ait eu plusieurs personnes qui ont suivi le malade. Des fois, l'un vient, il introduit. On connaît un petit peu ces situations-là. Monsieur Belhamid, c'est un... Oui, pardon. Vas-y, Si Ahmed. Oui, ce malade, c'est un malade que j'ai suivi depuis le début jusqu'à maintenant. Donc, alors, le bac, Dr Khdash, il n'a pas précisé. Le bac, en principe, il a été prescrit uniquement pour 15 jours à 1 mois. C'est pour éviter le flare-up, surtout pour les PSA qui dépassaient les 10. Ah, d'accord. À ce moment-là, on a... Ah oui, c'est ça. Ce n'est pas des bacs durant toute la période de traitement. C'est uniquement à l'indiction. Voilà, l'indiction du traitement hormonal. Super. Donc pour moi aussi, je suis d'accord, c'est un cancer de prostate résistant à la castration qu'on doit considérer comme métastatique. On n'est pas dans le cadre du non métastatique après échec d'un traitement local, radiothérapie ou chirurgie. Donc là, même si on n'a pas mis en évidence les métastases, on peut faire un PET à la colline sans passer par au PSMA, on va trouver des métastases. Donc là, il faut dire, on est devant une résistance à la castration métastatique. Quelle est l'attitude thérapeutique à proposer pour ce patient-là? Et clôturer ce débat sur ce point-là de diagnostic. En fait, c'est un débat beaucoup plus fondamental. Mais en fait, sur le plan attitude, ça ne change absolument rien. Parce que le malade était métastatique au début, maintenant il est résistant à la castration. Donc en fait, la conduite à tenir, ça ne change pas. Maintenant, uniquement, c'est une discussion beaucoup plus philosophique. Alors, n'oubliez pas qu'on est en 2013.
Donc en 2013, il n'y avait pas d'hormonothérapie, c'est-à-dire à base d'apalutamide, darolutamide, ou bien les anti-androgènes de nouvelle génération. Alors, juste pour une définition, le cancer de prostate résistant à la castration, c'est un patient qui a un taux de testostérone qui est effondré, moins de 50 nanogrammes par décilitre, avec une progression biologique exclusive confirmée par un deuxième dosage à 3 semaines d'intervalle avec une imagerie qui est normale, c'est-à-dire une scintigraphie ou bien un scanner thoraco-abdominopelvien. Sauf que c'est une situation, comme tout le panel des modérateurs a dit, c'est une situation qui est artificielle parce que cela dépend de l'imagerie. C'est-à-dire que pour ce patient-là, chez qui on a fait juste une scintigraphie et un scanner thérapé, un thoraco-abdominopelvien M0, peut-être avec un PET scan choline ou bien PSMA, on aurait retrouvé des métastases. Donc, à votre avis, quel traitement on peut choisir pour ce patient qui est résistant à la castration, mais avec une imagerie qui ne montre pas de métastases? Vu l'époque où il a été traité, bien sûr, les options n'étaient pas importantes. Peut-être la chimiothérapie, qui est apparue après 2013, 2014, je crois, mais en dehors de cette possibilité, sur le plan théorique, je proposerais une hormonothérapie de première ligne, plus l'acétate d'abiraterone, par exemple, ou bien l'enzalutamide. Je ne proposerai pas la palutamide parce que, de mon point de vue, ce n'est pas un M0. Donc, je reste conséquent avec l'indication. Voilà, c'est une... Il y a eu dans l'assistance une réflexion et je suis d'accord. Imaginons que ce patient-là, on aurait fait un PET à la choline ou un PSMA si on a la possibilité de le faire et qu'on trouve qu'il soit oligométastatique. Il y a une autre option thérapeutique qui peut être proposée à ce patient-là. Le considérer comme un oligométastatique de nouveau après un traitement de hormonothérapie de première ligne au départ, et donc proposer pour lui une action locale au niveau de la prostate. Bon, maintenant, est-ce qu'on est en droit de penser à ça? Ça, c'est un débat. Je ne peux pas vous répondre. Est-ce que... C'est un grand débat. Alors, il y a quelque chose sur laquelle vraiment on doit insister. Quand un malade est catalogué oligométastatique, il est catalogué à un moment donné oligométastatique, d'accord, ou métastase diffuse. Il ne redevient pas oligométastatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas calquer sur lui une situation sur laquelle des études très spécifiques ont été réalisées sur des malades naïfs de chimio, chez lesquels on a proposé un traitement local, plus une hormonothérapie, parce qu'ils étaient dans ce statut d'oligométastase, plus la tumeur locale. Si un malade, par le truchement d'un traitement particulier, se retrouve un peu dans ce cas, toutes les études qui ont été faites ne sont pas opérantes pour lui. D'autant plus que chez ce malade-là, il a déjà bénéficié d'une hormonothérapie et il est au stade d'échappement hormonal ou de résistance à la castration. Donc des travaux dans ce sens n'ont pas été faits pour qu'on puisse, appliquer les résultats. Sur le plan des études... Mais il y a quelque chose qui est en train aujourd'hui d'apparaître dans le monde, c'est que tout le monde s'y perd. Mais on va dire, les gens actuellement, beaucoup d'études, beaucoup de travaux commencent à ne plus être dans le dogme et de traiter, c'est le traitement personnalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va aller vers une situation où il faut faire abstraction des préjugés et des études qui ont été faites dans un cas particulier et voir le malade et lui proposer quelque chose de précis, je ne sais pas moi, le lutécium par exemple, PSMA, pour un cas métastatique qui a bénéficié d'une hormonothérapie de deuxième ligne après son statut de résistance à la castration, etc. Donc aujourd'hui, il y a un panel d'ouverture thérapeutique tel qu'on peut tout trouver dans la prise en charge du cancer de la prostate. Parce que si on revient à l'histoire du patient, ce patient a été très dysurique. Donc, vous l'avez réséqué. Donc, il y a une action, c'est-à-dire qu'il y a un geste local de désobstruction. Maintenant, si on traite que la métastase et on laisse de côté, ça c'est une question, on peut être d'accord ou pas d'accord, laisser la prostate évoluer d'elle-même,
peut-être il va vous refaire une obstruction, une rétention. Et donc, se pose la question, est-ce qu'une radiothérapie sur la prostate, chez ce patient particulier où il a été réséqué parce qu'il a eu une action, n'est pas à se poser la question. Oui, exactement. Mais par contre, comme j'avais mis sur une diapo, les dernières recommandations de l'EAU 2020 et de l'AFU, ils recommandent de faire un traitement local de la prostate dans le cadre d'un cancer métastatique qui est de bas volume. C'est vrai que pour notre cas, notre patient, il n'a pas de métastase actuellement à la scintigraphie ou bien TAP. Mais avant, je crois qu'on n'était pas dans le droit de traiter localement la prostate. D'accord avec vous, comme avait dit le professeur Belhadech, ce patient ne répond pas pouvez pas appliquer les aux études. patients qui sont inclus dans des essais. C'est un patient qui a été métastatique avec une charge importante de métastase. Et là, maintenant, il devient peut-être oligométastatique. Donc, c'est pas le même. C'est un parcours inhabituel du patient. Effectivement, c'est pas complètement faux ce qu'il vient de dire l'Oustaz Alej. C'est que le traitement local, maintenant, On sent mal. On entend très mal. Je crois que c'est la ligne d'Internet. C'est pas complètement faux. Éventuellement, un traitement local pourrait être. Non, attendez. Attendez, non. Pourtant, j'ai pas de problème d'audio. C'est bon, vous pouvez continuer. Kadesh, Oui, est-ce que vous m'entendez? oui, Oui, maintenant, oui, on Vous vous... m'entendez maintenant? oui, maintenant on vous entend très bien. Allez. Alors, juste par rapport au Il a patient. dit pour le soleil, je n'ai pas complètement faux. Je crois Oui, que oui, vous pouvez continuer, veut dire continuez. comme quoi Oussed Alej n'a pas complètement tort par rapport à notre patient qui est inhabituellement, ne répond pas aux critères des autres études et que maintenant, effectivement, il n'y a pas de métastase visible à l'imagerie conventionnelle. Alors, juste par rapport au cancer de prostate résistant à la castration M0, 3 molécules ont été étudiées et avec comme critère principal la survie sans métastase. Donc, il y a l'étude Spartan qui a étudié la palutamide, l'étude Prosper qui a étudié l'enzalutamide et l'étude Aramis qui a étudié la darolutamide. Alors, les 3 études ont montré qu'il y avait un bénéfice en survie globale et une survie sans progression radiologique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut essayer de prédire le risque de métastase pour ces patients, c'est-à-dire notamment par le calcul du PSA Doubling Time. Donc, si le PSA Doubling Time est inférieur à 10 mois, ce sont des patients qui sont considérés de haut risque. Et pour ces patients-là, actuellement, il est recommandé, que ce soit par l'AFU ou bien l'EAU, d'ajouter une hormonothérapie de deuxième ligne à base d'apalutamide, darolutamide ou bien enzalutamide. Alors, pour notre patient, son PSA Doubling Time était à 4,9 mois, c'est-à-dire inférieur à 10 mois, avec un bilan biologique qui était normal, un ionogramme sanguin qui était sans particularité, un bilan hépatique normal, un ECG avec un ETT qui était normal. Donc, le patient, on l'avait mis le mois 12 2012 sous analogue LHRH avec acétate d'abiraterone, 250 mg, 4 comprimés à jeun le matin, 2 heures avant le petit déjeuner, avec 5 mg de prédnisolone. Donc, voici l'autorisation spécifique pour l'importation des médicaments prescrits et non commercialisés au Maroc, le mois 1 2013. Alors, pour notre patient, son PSA a baissé à 3 nanogrammes par millilitre. Le patient était suivi régulièrement. Cependant, le mois 5 2018, le patient est venu en consultation avec des douleurs thoraciques, avec amaigrissement et altération de l'état général. Alors, un bilan biologique a été réalisé avec un taux de PSA qui était à 3 nanogrammes par millilitre, une scintigraphie osseuse qui était négative. Donc, le bilan biologique et radiologique a retrouvé une tuberculose pulmonaire. Donc, le patient a bénéficié d'un traitement antituberculeux pendant 6 mois avec hormonothérapie à base d'analogue LHRH et acétate d'abiraterone. Donc, notre patient a été suivi régulièrement tous les 3 mois avec des taux de PSA. Et actuellement, c'est-à-dire le mois 11 2020, le patient a 83 ans,
il est bien portant, qui présente quelques douleurs arthrosiques au niveau des genoux, avec un PSA actuel qui a 2,5 nanogrammes par millilitre, et il est encore sous acétate d'abiraterone, mais cette fois sous forme générique, associé à un analogue LHRH. Je vous remercie. Merci. La seule limite pour ce patient-là, le patient n'a pas. C'est un patient diabétique. Donc peut-être qu'il faut faire attention aux patients diabétiques. On propose de la thiazabiraterone, on donne de la corticothérapie et la corticothérapie peut déséquilibrer son diabète. Donc il faut faire attention à son statut glycémique pour voir s'il ne faut pas l'arrêter et passer à une autre hormonothérapie en type enzalutamide si la glycémie n'est pas équilibrée. Alors pour notre patient, il était bien suivi sur le plan glycémique. Donc il était sous insuline avec des suivis réguliers avec les endocrinologues et notamment avec nous, les urologues. Et franchement, depuis 2013 jusqu'à maintenant, il était sous acétate d'abiraterone, bien suivi, sans aucun problème et sans effet secondaire lié à l'hormonothérapie de deuxième ligne. Donc on ne voit pas l'intérêt de changer un traitement, sauf qu'on a introduit un traitement qui est moins cher, enfin, la forme générique, qui est à bientôt moitié là. prix. Il est bien toléré. Il y a notre ami Omar Kabbaj qui pose la question, est-ce que la scintigraphie et la TDM ont été relues et comparées? Ça, c'est une question pour toute l'équipe, peut-être aussi au professeur Amr. En fait, M. Belhane, je n'ai pas compris sa question. C'était de C'est, relever compris. Oui, peut-être qu'il oui. met en doute. Tu peux réagir, c'est Kabbaj, par le chat. Oui. Peut-être qu'il met en doute la négativité de la deuxième scintigraphie qui a été faite quelques années après et qui était totalement négative. Ce qui a fait d'ailleurs classer le malade M0. C'est avant d'introduire l'hormonothérapie de deuxième ligne. Je crois que C'est ça. c'est la question. Absolument. Donc il confirme, c'est-à-dire qu'il trouve que cette détertion totale des lésions osseuses est peut-être due à un problème technique au niveau de la scintigraphie. Oui, c'est possible, mais bon, en fait, la scintigraphie, à chaque fois, elle est faite par les mêmes équipes. Et il me semble qu'on leur fait confiance. Je pense qu'on a avec Omar Kabbaj, peut-être, qu'on aurait dû faire relire les scanners par les radiologues. Oui, ça, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, au vu de ce dossier, il nous est difficile de croire et d'accepter qu'on poste un malade qui est, à un certain moment, il était multimétastatique et à un certain moment, sous traitement, il devient M0. Oui. D'autant plus ça, que c'est une question qui est correcte. D'autant plus qu'il y a des dosages où il y a un PSA au-dessus de 100, de 130, c'est ça, aux environs de 130, alors que la scintigraphie est négative et que la TDM n'a pas montré de lésions autres. D'ailleurs, je voudrais insister sur le fait que nous ne demandons pas assez de TDM dans le suivi de nos malades. Nous restons trop focalisés sur l'os, nous restons trop focalisés sur le PSA. Et nous nous contentons de l'échographie parce que nous sommes en train de chercher éventuellement un envahissement local ou une rétention chronique, ce qui est de notre ressort, mais nous oublions que le malade peut faire des métastases secondaires, lointaines par rapport aux métastases osseuses et qu'elles sont de nature indifférenciée, qui ont des glycémies à 10, et c'est des patients qui sont suivis par la TDM, on en trouve de plus en plus. Donc je voulais juste insister sur ce fait-là. Et je crois qu'on pourra passer à la deuxième présentation. Un cas clinique encore qui va probablement susciter beaucoup de questionnements. Je demande à l'assistance d'envoyer leurs questions par le chat s'il y a une précision ou... M0 dans le cadre de résistance à la castration, et ça, le scanner est important. Et même dans les cancers novos,
Et il faut rechercher les métastases viscéraux. Et les métastases viscéraux est un critère de haut risque, de pronostic. Et si on ne demande pas de TRP, on va se dire métastase osseuse, mais métastase viscérale, on ne fait pas le diagnostic. Donc, on passe la parole au professeur Sveté pour son deuxième cas clinique de chimiothérapie dans le cancer de la prostate métastatique, discussion autour d'un cas clinique. À vous la parole, Seth. Merci Sylvie. Je à mon tour de remercier l'association marocaine d'urologie pour cette invitation pour discuter de façon pluridisciplinaire la prise en charge du cancer de la prostate métastatique et spécialement je vais axer mon intervention sur la place de la chimiothérapie. Et on va passer la discussion autour d'un cas clinique avec une discussion interactive. Donc là, pour commencer, on va dire que la chimiothérapie actuellement, c'est une composante fondamentale du traitement du cancer de la prostate métastatique. Néanmoins, on a besoin de mieux sélectionner les malades pour allonger la survie et améliorer surtout la qualité de vie. Et ce qui nous manque actuellement en matière de cancer de la prostate, c'est qu'on n'a pas encore de facteurs prédictifs de réponse au traitement, que ce soit l'hormonothérapie ou la chimiothérapie. Contrairement aux autres tumeurs, par exemple, si on prend le cancer du sein ou du côlon, on a des facteurs prédictifs de réponse au traitement. Et là, ça nous met à l'aise pour choisir le traitement. Donc là, avant l'ère de prendre le PSA comme critère d'évaluation, on considérait que la chimiothérapie était résistante en matière de cancer de la prostate. Donc, tous les drogues avaient une réponse objective à peu près moins de 10%. Donc, ça, c'est en 93. Donc là, avec le temps, on a démontré que c'est pas vrai parce qu'on a changé les critères d'évaluation et on a inclus le PSA dans l'évaluation de l'efficacité thérapeutique. Néanmoins, en 96, on a démontré que quand même la chimiothérapie a un bénéfice palliatif quand on a utilisé la mitoxantrone et ça a été approuvé par l'FDA sur une étude comparative avec une amélioration de la douleur. Donc là, je passe au cas clinique. On est devant un patient de 67 ans, sans comorbidité, il a un glaucome. Donc en octobre 2016, il se présente en rhumatologie pour une lombalgie avec un EVA 7/10. En parallèle, il y avait un syndrome prostatique. Donc le rhumatologue il a demandé une radiographie standard qui a démontré une lésion ostéocondensante lombaire et du bassin. Donc il a eu le réflexe de demander un PSA qui était à 259 et le patient a été adressé en urologie. Donc en urologie, un toucher rectal a été réalisé. Donc il a démontré un nodule du lobe gauche de la prostate. L'échographie prostatique, il confirme la présence d'une place hypoéchogène de la partie moyenne gauche qui était suspecte. Donc le patient a été biopsié. Donc la biopsie de la prostate est revenue en faveur d'un adénocarcinome de la prostate peu différencié avec un Gleason 5+4, 50% des carottes, de la carotte qui a été infiltrée avec une capsule périprostatique qui a été infiltrée. Donc là, en résumé, on est en octobre 2016, on est devant un patient de 67 ans, sans comorbidité, avec un adénocarcinome de la prostate, un PSA 259, un Gleason 9, avec des métastases lombaires et du bassin, avec une petite métastase ici au niveau des deux. Donc là, à votre avis, qu'est-ce qu'on va proposer à ce patient-là? Et n'oubliez pas qu'on est en 2016. Donc là, je passe la parole au professeur Belhach. Pour ce patient, on peut proposer un analogue, bien sûr, de la LHRH avec un anti-androgène pour démarrer, ne serait-ce que pour le flare-up, avec du docétaxel. Me semble être un bon traitement chez ce patient. Je parle de 2016. Hein. Je parle en fonction de... Maintenant, il y a d'autres produits, mais je pense que le grade tumoral, c'est-à-dire l'indifférenciation, devrait plus, faire choisir le docétaxel qu'une hormonothérapie, qu'une hormonothérapie de deuxième ligne associée en même temps que l'hormonothérapie classique. Voilà, c'est ça. J'ai une suggestion. Oui, sauf que quand on voit les clichés de scintigraphie osseuse, on voit que toute l'articulation sacro-iliaque droite est envahie, droite, hein, je me dis bien droite ou gauche, avec l'aile iliaque. Donc, c'est une charge métastatique importante
avec un risque de fracture à ce niveau-là. Il faut proposer, bien sûr, un traitement systémique analogue en LHRH et en 2016 proposer une chimiothérapie de cet axel. Je ne sais pas si l'abiraterone à ce moment-là, non, je crois qu'il n'y avait pas encore les études, il n'y avait pas encore indiqué. Et aussi faire une radiothérapie au niveau du bassin. Alors, je voudrais juste poser une question à mon ami. La radiothérapie, tu l'appliques à visée préventive d'une fracture parce qu'il n'y a pas d'os portant, à moins que tu l'appliques sur la région lombaire, ou bien juste à visée antalgique. C'est ça visée antalgique, je ne sais pas quel est le statut douloureux, mais il est quand même 7 sur 10. Donc ça veut dire qu'il est venu pour des douleurs hein, au départ. Donc il y a une composante douloureuse importante. Maintenant, je suis d'accord avec toi, c'est pas une articulation sacro-iliaque n'est pas une articulation entre guillemets portante. Mais il y a un risque qu'il fasse des lésions osseuses menaçantes. Donc, en fonction de la douleur, effectivement, s'il y a une douleur, on propose une radiothérapie à visée antalgique. Mais pour moi, analogue RLHRH plus docétaxel. Alors, je vais poser un peu la question. Si on était en 2020, est-ce qu'on proposerait une hormonothérapie première ligne associée à une deuxième ligne? La question, la notion qu'a dit Sibel Hanesh, est-ce qu'un cancer, un glisone 5+4, est plus sujet à être associé à une chimiothérapie qu'une hormonothérapie? Les études ont montré que l'hormonothérapie de deuxième ligne agit aussi sur les cancers indifférenciés. Donc il n'y a pas ce critère que. Je pense à ma connaissance que le glisone n'est pas un facteur. Voilà. Pour la chimiothérapie. C'est pas parce que c'est peu différencié qu'il va répondre. Alors, Ça ne veut pas dire qu'un glisone 7, il ne va pas répondre à la chimiothérapie aussi bien qu'un glisone 9. Je parle des glisones. Non, le glisone, ce n'est pas un facteur prédictif d'efficacité ou d'inefficacité de la chimiothérapie par rapport à l'hormonothérapie de nouvelle génération. Donc là, les essais ils démontrent qu'actuellement, il faut faire une castration intensifiée, c'est-à-dire analogue plus une chimiothérapie ou bien une hormonothérapie de nouvelle génération. Donc on a à peu près 5 essais qui ont démontré avec soit le docétaxel, soit abiraterone, enzalutamide, apalutamide. Donc on améliore la survie des patients avec une réduction de risque de décès par la maladie avec un hazard ratio de 0,60, sauf pour l'étude GETUC 15 qui était négatif et on sait pourquoi cette étude est négative, parce qu'elle a inclus des patients de faible volume. Donc le problème qui se pose actuellement, c'est comment choisir entre ces molécules-là. Parce qu'en réalité, on n'a pas de comparaison entre les molécules. On n'a pas comparé la chimiothérapie avec l'hormonothérapie. On se base sur les symptômes, sur la douleur, sur l'état général du patient, est-ce qu'il est fit à recevoir une chimiothérapie ou pas, ses comorbidités, la présence de métastases viscérales. Il y a aussi des facteurs biologiques d'agressivité de la maladie, donc la phosphatase alcaline, le taux de LDH, la composante non endocrine, le PSA par rapport à la masse tumorale, c'est-à-dire un patient qui a un faible taux de PSA avec une masse tumorale élevée, c'est un patient avec une maladie agressive. Donc le seul moyen pour lequel on tranche, c'est surtout le volume tumoral ou le risque tumoral qui a été défini par les études Latitude, Stampede et Charted. Il y a aussi le problème d'accès et de disponibilité du traitement. Est-ce que c'est disponible ou pas? Donc là, il faut tenir compte du volume du risque. Donc là, le haut volume, il bénéficie de l'association analogue plus chimiothérapie ou hormonothérapie de nouvelle génération. Donc la chimiothérapie n'est pas aussi efficace que pour les volumes de bas risque. Donc ça permet une réduction de risque de décès de 40%, avec une survie à 4 ans qui va être allongée de 10%. Donc cette notion de volume de risque tumoral, elle est vraiment critiquée parce que quand on regarde sur ces clichés de scintigraphie osseuse, donc là on a 3 patients. On a un patient plus de 4 lésions osseuses, avec une scintigraphie plusieurs lésions osseuses, on trouve qu'il est noir. On a un patient à côté, plus de 4 lésions, mais qui sont punctiformes, on sent que ce n'est pas une maladie agressive. À côté, on a un patient moins de 4 lésions, avec une grosse lésion tumorale de l'aile iliaque. Ça ressemble un petit peu à un autre patient. Donc là, comment faire la différence entre ces patients si on se base sur un chiffre, on dit moins de 4 lésions ou plus de 4 lésions? D'autant plus quand on avance en termes d'imagerie, donc là, quand on utilise le bone scan, donc on trouve 4 lésions, 5 lésions, pétcoline plus de lésions, fluor de sodium plus de lésions. Donc là, je ne sais pas la définition qui a été prise,
sur la scintigraphie, est-ce qu'il est valable actuellement? Et on sait très bien que l'imagerie métabolique, elle se développe de jour en jour. Donc, peut-être que des malades qui étaient considérés comme oligométastatiques, quand on va faire un PET au PSMA, ils vont devenir polymétastatiques. Il y a aussi la question de pétalacouline par rapport à l'IRM Coranti. Donc là, on a démontré que l'IRM Coranti, il donne aussi bien la sensibilité que pétalacouline, c'est la même chose. Donc là, on a un cancer de la prostate métastatique, on a castré. Donc, est-ce qu'il faut traiter les métastases osseuses à ce stade de la maladie? Parce qu'on sait très bien que les métastases osseuses exposent au risque d'événements osseux, de fractures, d'hypercalcémie, de compression médulaire, donc ce qui engendre une comorbidité et une altération de la qualité de vie des malades. Donc là, à votre avis, est-ce qu'il faut ajouter un biphosphonate ou bien un anticorps monoclonal à ce patient-là? Donc je pose la question. Dans le cadre du cancer hormono-naïf, Sensible à la castration. sensible à la castration, il n'y a pas d'indication à proposer de traitement systémique visé osseux pour éviter les événements osseux. C'est que dans le cadre de la résistance à la castration qu'il faut proposer du biphosphonate. Effectivement, ça a été démontré sur 2 études. Donc la première étude, c'est les 2 Smith, publiées dans le JCO 2014. Donc, on fait une acide zoledronique de façon immédiate ou bien à la résistance à la castration. On ne décale pas le temps jusqu'à apparition d'événements osseux. Donc, deuxième étude, c'est plus solide, c'est l'étude Trumpet, qui a comparé castration plus abiraterone. Et cette fois-ci, on a pris le bras castration plus acide zoledronique. Donc là, on remarque que les 2 courbes sont superposées. Donc, il n'y a pas d'intérêt à ajouter un acide zoledronique pour les patients cancer de la prostate métastatique sensibles à la castration. Donc là, le patient, on est en novembre 2016. Donc, le patient, il a bénéficié d'une castration avec couverture de 6 semaines pour éviter un flare-up. Donc là, on a fait une surveillance de PSA à 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois. Donc le dernier PSA, il est passé de 256 à 44, avec un seuil de castration toujours à moins de 0,5 nanogrammes par millilitre. Donc là, le patient est toujours suivi. Donc là, on est en janvier 2018. Donc là, on remarque que le patient, il est asthénique, avec un PS plus ou moins 1, 2. On a une réapparition des douleurs dorsolombaires, avec une apparition de douleurs cervicales et une névralgie cervico-brachiale. Donc un dosage sérique de PSA a été réalisé. Donc il est à 114, donc avec une testorénémie sérique, toujours moins de 0,5 nanogrammes par millilitre. Donc le bilan d'extension, cette fois-ci, il trouve en plus des lésions qu'on avait auparavant, des lésions cervicales et iliaques bilatérales. Le dosage de PSA a été réalisé, était à 126 et le dernier était à 269. Donc qu'est-ce qu'on va proposer à ce patient-là? Donc là, est-ce qu'on va poursuivre la castration médicale? On va ajouter une hormonothérapie de nouvelle génération, que ce soit abiraterone, Anza ou apalutamide, ou bien on va passer à une chimiothérapie, docétaxel, cabazitaxel, mitoxantrone, ou bien ajouter du bicalutamide. Donc je pose la question à Si Amr, ou Sad Amr. Vous m'entendez? Déconnecté. Alors, ce qu'il faut proposer, moi je suis encore fidèle à la manipulation hormonale et à l'introduction du bicalutamide. Faire un essai honorable avec le bicalutamide et voir s'il ne va pas y avoir une réponse favorable. Elle est rare, mais quand elle est positive, elle peut persister pendant longtemps. Ça, d'un point de vue économique, c'est très très intéressant. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que la manipulation hormonale, ça a été banni de la résistance à la castration sur 2 études. On a l'étude Terrain et l'étude Strif qui ont comparé Anza versus Bica. On a démontré que Anza fait mieux que bicalutamide. Mais je pense que c'est une option encore valable en cas de soucis économiques, en cas de c'est possible. Effectivement, on a tous fait ces manipulations hormonales avant l'ère de l'hormonothérapie des amylines et même des docétaxel. Maintenant, l'expérience personnelle et l'expérience de chacun a montré que le bicalutamide, l'introduction de faire un BAC, permet de faire descendre le PSA 3 mois, je dirais. On gagne 3 mois. Maximum 6 mois.
ça permet de retarder un traitement, de se poser la question sur le plan de l'accessibilité de la chimio ou de l'hormothérapie. Nouvelle génération. Maintenant, effectivement, dans les études, ce n'est plus recommandé de faire des manipulations hormonales. Bon, maintenant, Pardon, est-ce que je peux poser, à quelle dose il faut utiliser le bicalutamide en cas de manipulation hormonale? Est-ce que 150? C'est 150 mg. D'accord. Sur l'étude japonaise. Tout à fait. D'accord. Qui essaie de, en fait, arriver au dosage équivalent en zalutamide. Même si, bon, c'est pas le même. La toxicité. Très bien. Donc, le patient a été discuté en RCP. Donc, la décision a été de maintenir la castration et d'ajouter enzalutamide 40 mg, 4 comprimés par jour. Donc, malheureusement, ce patient, à 3 mois plus tard, on avait une accentuation des douleurs avec un PSA qui est passé à 472 nanogrammes par millilitre. Donc là, je souligne juste la résistance à la castration qu'on définit sur 3 critères. Donc, un seuil de castration de testostérone moins de 0,5 avec 2 critères progression biologique sur un dosage successif de PSA et une imagerie métabolique, imagerie radiologique pour chercher les métastases viscérales. Et on sait très bien que la résistance à la castration, ça veut dire que le patient il risque de développer des métastases viscérales. Donc là, pendant la résistance à la castration, il faut vérifier, il faut faire un dosage. Donc une imagerie, c'est très important. Un scanner thoraco-abdominal, une ceinture osseuse, surtout pour les critères de réussite, pour bien évaluer le malade. Donc il ne faut pas hésiter à proposer un traitement palliatif, une résection en cas de rétention, le traitement de l'anémie, la douleur et l'os. Et il faut discuter un traitement de rattrapage actuellement qui est possible avec plusieurs lignes thérapeutiques qui sont disponibles, chose qu'on n'avait pas auparavant. Donc là, moi, cette décision d'enzalutamide chez ce patient, je suis sceptique pour 2 choses. Parce que la durée d'hormonosensibilité chez ce patient, il est inférieur à 12 mois. Et on sait très bien que les patients qui sont moins sensibles à la castration, c'est des patients moins bons répondeurs à une hormonothérapie de nouvelle génération, que ce soit l'abiraterone ou bien l'enzalutamide. Ça a été démontré de façon rétrospective. Mais on est moins, quand on regarde le PSA à 3 mois, PSA moins de 16 mois, là on remarque que la réponse il est de 18% avec une durée qui n'est pas de 3 mois, c'est à peu près la même chose qu'on fait avec la manipulation. Par contre, pour les patients qui sont non répondeurs, donc là l'hormonothérapie de nouvelle génération, elle permet d'avoir un bénéfice. Contrairement à la chimiothérapie, elle est efficace quelle que soit la durée de réponse à l'hormonosensibilité. Donc là, la résistance primaire à l'hormonothérapie de nouvelle génération, ça concerne à peu près 20% des patients. C'est à peu près dans les 3 premiers mois de manipulation thérapeutique, que ce soit avec l'abiraterone ou bien l'enzalutamide. Donc, quel est le moyen, à votre avis, mis à notre disposition pour essayer de checker ces malades qui sont résistants de façon primaire à l'hormonothérapie pour ne pas les laisser continuer un traitement inefficace? Je pose la question à Amr. Oui, je vous écoute, oui. Oui. Je vous entends. Alors, oui. Je vous entends. Oui, allez-y. Pose ta question, Yassir. La question, c'est comment checker ces malades qui sont résistants de façon primaire à l'hormonothérapie de nouvelle génération? De façon pratique. C'est-à-dire checker, c'est-à-dire faire quel bilan, comment on va-t-on par exemple choisir quel type de médicament, c'est ça? En fait, les facteurs prédictifs de la résistance primaire à l'hormonothérapie de deuxième génération. Là, c'est quel est le moyen clinique qui nous permet de savoir est-ce qu'un malade, on doit continuer l'hormonothérapie de nouvelle génération ou on doit switcher vers un traitement de rattrapage de façon précoce pour ne pas laisser continuer un traitement qui va être inefficace et avec une perte de chance de survie pour le patient. En principe, bien sûr, c'est comme d'habitude, on a le bilan biologique, c'est le PSA, mais également la clinique. Et à côté de ça, bien sûr, l'imagerie à la recherche. Est-ce qu'il y a des lésions? Est-ce qu'il y a de nouvelles lésions qui apparaissent? Ou les lésions qui étaient préalablement retrouvées à l'imagerie, est-ce que ce ne sont pas augmentées de taille? Ou est-ce que leur nombre n'a pas augmenté? À ce moment-là, ce n'est pas la peine de continuer l'hormonothérapie de nouvelle génération et passer à autre chose. En l'occurrence, la chimiothérapie à base de Taxotere. Oui, effectivement. On a plusieurs études actuellement qui testent la baisse de PSA à 3 mois.
Donc, on a fixé un cut-off à 30%. Et donc là, on remarque que les patients avec un PSA qui diminue pas moins de 30%, donc c'est des patients mauvais répondeurs à l'hormonothérapie de nouvelle génération. Donc, c'est des patients qui vont progresser de façon rapide, avec des patients qui vont avoir une qualité de vie altérée de façon rapide, détériorée, surtout l'apparition des douleurs osseuses. Donc là, le patient qui va être mis sous hormonothérapie de nouvelle génération, donc il est conseillé de demander le PSA à 3 mois et regarder le pourcentage de diminution de PSA pour voir est-ce qu'on va continuer, on va changer de traitement chez ces malades. Donc là, notre patient, il est réfractaire à l'enzalutamide, donc de façon primaire. Donc là, il a progressé. On a demandé une scintigraphie de nouvelles lésions osseuses, un scanner thoraco-abdominal qui n'a pas montré de métastase viscérale à distance ni ganglionnaire. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on va proposer à ce patient-là? Est-ce qu'on va continuer toujours une nouvelle hormonothérapie, c'est-à-dire abiraterone ou bien apalutamide, ou bien carrément on va changer de classe thérapeutique pour passer à une chimiothérapie, docétaxel, cabazitaxel ou mitoxantrone? Là, il est résistant à l'enzalutamide. On sait qu'il y a une résistance croisée entre l'enzalutamide et la biratérone. Il y a quelques études qui ont montré qu'on peut switcher de l'abira à l'enzalutamide, mais l'inverse n'est pas possible, entre guillemets. Bon, c'est un patient qui a des facteurs prédictifs qui n'allaient pas répondre à la hormonothérapie dès le départ. Si on regarde la courbe, la diminution de PSA sur hormonothérapie de première ligne, il a mis du temps pour baisser et il est passé, son nadir était, je crois, à 44. Donc, c'est pas un cancer qui est hormonesensible hein, dès le départ. Donc, je crois qu'une chimiothérapie d'emblée, c'est-à-dire à ce stade-là, une chimiothérapie, alors on n'a pas utilisé le docétaxel au départ, donc pourquoi ne pas l'utiliser? Donc, on utilisera, je propose un docétaxel pour ce patient-là et laisser les autres chimiothérapies en cas de résistance à docétaxel. Effectivement, il y a une résistance croissante entre les deux hormonothérapies, que ce soit ANZA-ABI ou ABI-ANZA. Donc l'activité est modeste. Donc on a un PSA qui baisse de 30% à peu près, il ne dépasse pas les 20%, avec une durée de réponse moins de 3 mois. C'est à peu près la même chose qu'on fait avec la manipulation, pour des traitements qui coûtent aussi cher. Donc là, les recommandations de l'ESMO actuellement de 2020, ils ne recommandent pas de switcher vers une hormonothérapie l'une ou l'autre. Donc ça, c'est clair. Donc là, le patient, il était transféré en oncologie en janvier 2018. Donc là, son PSA, il est à 169, toujours castré. Une scintigraphie osseuse, des lésions osseuses rachidiennes iliaques. On a demandé une IRM médulaire, il n'y avait pas de compression. Et un scanner thoracique et abdominopelvien, il n'y a pas de métastase viscérale ni ganglionnaire. Donc la RCP en janvier 2018. Donc là, les questions qu'on s'est posées, est-ce qu'il faut poursuivre la castration? Est-ce qu'il faut ajouter du docétaxel ou du cabazitaxel? Et cette fois-ci, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut traiter la maladie osseuse? Parce que là, on est en résistance à la castration. Donc là, le docétaxel, c'est la première indication, c'est le premier agent qui a démontré un bénéfice en termes de survie pour les cancers de la prostate résistants à la castration sur 2 études, la TAX 327 et la SWOG 9916, avec 2 schémas différents, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le docétaxel toutes les 3 semaines, avec du prednisone et le standard, plus la castration. Donc le cabazitaxel, est-ce qu'il fait mieux que docétaxel? Donc on a l'étude Firstana, c'est une étude de supériorité qui a essayé de voir est-ce que le cabazitaxel fait mieux que docétaxel avec un objectif statistique, c'est-à-dire une amélioration de la survie. On était obligé de passer de 19 à 25 mois. Donc, on avait comparé cabazitaxel versus docétaxel avec 2 niveaux de dose pour le cabazi, donc 20 ou 25 mg. Donc là, on regarde que les courbes sont superposées. Donc, cette étude est négative parce qu'elle ne répond pas à l'objectif primaire. Néanmoins, le cabazi reste une option pour les patients qui présentent une neuropathie, ou bien un problème d'œdème périphérique, ou bien des mucites. Donc ça, c'est le profil de toxicité qui l'emporte pour le choix du traitement. Donc là, l'association de l'acide zoledronique dans la situation résistante à la castration, ça améliore, ça retarde le temps jusqu'à apparition de premier événement osseux. Donc, on fait mieux avec du denosumab. Donc, on réduit encore le risque de 18% par rapport à l'acide zoledronique. Donc là, les patients résistants à la castration avec une métastase osseuse, ils sont une indication, un traitement de la maladie osseuse.
Donc là, notre patient, on a poursuivi la castration, on a mis du docétaxel plus acide hyaluronique après une consultation dentaire et un calcul de la clairance qui était à 90 avec une supplémentation en calcium et en vitamine D. Donc là, après 3 cycles de chimiothérapie plus castration, on a remarqué une amélioration des symptômes. Donc le PSA, il a baissé à 45. Donc à 6 cycles, donc le PSA, il est baissé à 10 nanogrammes par millilitre. Il n'y avait pas de nouvelles lésions osseuses. Par contre, on a une neuropathie au niveau des miens et des pieds, ce qui nous a obligés d'arrêter le docétaxel et poursuivre la castration toute seule. Donc là, en septembre 2019, on a remarqué une réapparition de la douleur osseuse chez notre patient avec un PSA qui a commencé à regrimper. On est passé de 49 à 68 avec une accentuation des douleurs osseuses à la scintigraphie. Et cette fois-ci, on a demandé un scanner qui a montré des métastases pulmonaires. Donc la RCP d'octobre 2019, ça montre, on est devant un patient prostate métastatique osseux résistant à la castration, réfractaire de façon primaire à l'enzalutamide, avec échec du docétaxel, à peu près de juin 2018 à octobre 2019, c'est à peu près 14 mois. Donc, qu'est-ce qu'il faut proposer à ce... Oui. Qu'est-ce que vous proposez à ce patient-là? Est-ce qu'on va discuter une nouvelle ligne d'hormonothérapie ou bien on passe à une autre ligne de chimiothérapie? Je peux intervenir? Oui, Oui, c'est un... allez-y. Oui, oui. Alors, au début, il a eu de l'enzalutamide, bien sûr associé à l'hormonothérapie classique. Puis après, il a progressé. On est passé au taxotère. Bon, il est clair que maintenant, là où on est obligé de passer au cabazitaxel. On n'a pas le choix. Ma question, c'est quoi? C'est quelle aurait été la meilleure séquence? Alors, il me semble qu'on aurait dû commencer par l'abiraterone comme traitement, donc une hormonothérapie de nouvelle génération. Puis après, si ça ne marchait pas, on pourrait éventuellement proposer l'enzalutamide comme étant donc un inhibiteur des récepteurs androgéniques. Si ça ne marchait pas, au taxotère et puis après laisser le cabazitaxel en dernier. C'est-à-dire, probablement, j'ai une petite remarque à vous faire, cher ami Yassir. On aurait dû commencer par l'abiraterone et non pas l'enzalutamide. Parce que je ne sais pas c'était quoi, disons, votre rationnel pour commencer par l'enzalutamide et non pas l'abiraterone. C'est un choix de... Ce patient a été suivi en neurologie. C'est un patient qui a été mis... On a le choix de mettre le patient soit sous Onza, soit abiraterone. C'est pas... Et c'est pour ne pas avoir de perte de chance. Parce qu'on avait des cartes. À ce moment-là, c'est à quel moment commencer par quelle carte? C'est ça ce que je voulais vous dire. C'est Ahmed, c'est ce que tu viens de nous dire, que le fait de commencer par l'abiraterone et par la suite à l'enzalutamide ne marchait pas. C'est-à-dire que là, il y a une résistance. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a des résistances croisées. Oui, donc, effectivement. Donc, commencer par l'anza ou par l'abira n'aurait pas changé grand-chose chez ce patient-là. Maintenant, moi, la question que je vais poser pour ce patient-là, en fait, ce patient-là a eu une chimiothérapie, mais on l'a arrêté par toxicité. Intolérance. Pour toxicité. Est-ce qu'on peut dire que c'est une résistance au docétaxel? Ce n'est pas une résistance, c'est une intolérance. Donc là, maintenant, on est dans le cadre où il faut proposer autre chose parce qu'il n'a pas toléré le docétaxel. Non, on a fait les 6 cycles. Non, on pourrait continuer au-delà de 6. Voilà. Mais on n'a pas pu continuer parce que le patient, on ne va pas le traiter de son cancer de la prostate et le laisser marcher avec une neuropathie. Maintenant, quel est en pratique, dans la chimiothérapie, dans la résistance à la castration, quel est le nombre de cycles? 12 cycles. On peut aller jusqu'à 12. Voilà. Tant que le patient tolère bien, on peut aller jusqu'à 12 cycles. Mais il y a peu de patients qui tolèrent au-delà de 6 cycles. Il y a toujours des toxicités inguinales qui apparaissent, une neuropathie, des mucites, des sécheresses oculaires. Il y a peu de patients chez qui on peut aller jusqu'à 6 cycles. Plus de 6 cycles. Yassir, est-ce que la neuropathie périphérique, est-ce que c'est un frein? C'est un frein pour continuer une chimiothérapie neurotoxique. Non, mais imaginons que votre patient il évolue bien sur le plan neurologique. Est-ce qu'on n'est pas en droit de reprendre le taxotère? Mais on sait très bien que la neuropathie docétaxel, elle disparaît après 16 mois, 18 mois plus tard.
Donc, on n'aura pas le temps de reprendre le docétaxel parce que la toxicité, elle est résiduelle, elle met du temps pour disparaître. Donc à ce moment, dès le moment où la toxicité qui est inhérente au cabazitaxel n'est pas similaire à celle provoquée par le taxotère, à ce moment-là, on peut éventuellement, dès le moment où il y a une progression biologique et une progression radiologique et clinique, à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas lieu maintenant de démarrer le cabazitaxel? Non, mais la question aussi, Ahmed, c'est est-ce qu'il faut discuter une hormonothérapie ou bien discuter une chimiothérapie? L'hormonothérapie, La carte, elle est grillée. a été grillée au départ. Oui. Donc, on ne peut pas revenir post-docétaxel à une hormonothérapie de nouvelle génération alors qu'elle n'a pas marché au départ. Et, rien ne vous interdit de réintroduire une hormonothérapie de nouvelle génération. Peut-être que chez ce patient, elle pourrait éventuellement agir. Pourquoi pas? Du moment où on ne peut pas rechallenger le taxotère ni le cabazitaxel. À ce moment-là, autant essayer la vératérone. Mais je pense pour tester de l'attitude, je pense qu'il faut doser le variant du récepteur de l'androgène. S'il est positif, on peut discuter. S'il est positif, il n'y a pas lieu à faire une hormonothérapie. S'il est négatif, là, on peut discuter une hormonothérapie. Oui, pourquoi pas? C'est une option, oui. On sait très bien que ce variant... Il est variable dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas un critère de sensibilité à l'hormonothérapie de nouvelle génération. Ça a été remis en doute, Le ARV7. ARV7. Ça a été remis en doute. Je En ne sais fait, pas si... il s'est avéré être comme ce que je disais tout à l'heure pour le glissone, l'indifférenciation. C'est-à-dire qu'il n'était pas corrélé à une bonne réponse. Le problème qui se pose... Là, le problème, ce qui se pose, c'est qu'il faut le doser plusieurs fois. Il faut poser plusieurs fois. Il faut le doser. Là, il peut être positif, mais il peut devenir négatif. Quand il peut être négatif, il peut devenir positif. C'est un traitement à la carte, en fonction d'évolution de la cellule, comment elle se comporte pour échapper au... Mais il n'y a rien de similaire à ce qui se passe sur le sein. Oui. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien de similaire. C'est pour que l'assistant sache qu'on n'est pas encore sur des dosages de récepteurs. C'est pas dans la pratique routine quotidienne. Des de patients répondeurs ou pas répondeurs. Alors, est-ce qu'on peut challenger le patient avec du cabazitaxel? Est-ce on peut y aller avant le dépassement du fatidique seuil de 18 mois? Oui. Parce que le patient a bénéficié d'un traitement. On peut aussi le challenger avec du taxotère, mais là, il faut attendre plus longtemps. Là, mais on a le frein de la neurotoxicité. D'accord. Donc là, on a proposé chez notre patient du cabazitaxel sur l'étude tropique qui a démontré une amélioration de la survie après échec de docétaxel. Donc là, une amélioration à peu près de 3 mois avec une réduction de risque de décès par la maladie de 30%. Donc on a gagné à peu près 3 mois avec le docétaxel, 3 mois avec le cabazitaxel. Donc petit à petit, on avance dans la survie, dans l'amélioration de la survie des malades. Donc là, la question, est-ce qu'il faut faire hormonothérapie nouvelle génération ou bien du cabazitaxel? Donc on a l'étude CART qui a comparé les deux armes thérapeutiques. Donc Cabazi versus hormonothérapie de nouvelle génération, chez des patients résistants à la castration qui ont progressé moins de 12 mois. Donc que ce soit avant ou après docétaxel, qui ont reçu une alternative, que ce soit abiraterone ou bien enzalutamide. Donc on a comparé Cabazi versus abiraterone ou bien enzalutamide. Donc avec un objectif primaire, la survie sans progression radiologique. Donc l'objectif secondaire, c'était la survie globale et les autres facteurs, avec des facteurs de stratification en fonction de l'état général, du temps jusqu'à progression sous hormonothérapie de nouvelle génération, et le timing, est-ce que c'est avant ou après docétaxel? Donc là, on a démontré que sur l'objectif primaire, donc le cabazitaxel fait mieux que l'hormonothérapie de nouvelle génération en termes de survie sans progression radiologique. Ça améliore la survie des malades et ça retarde la progression de la maladie. Donc les sous-groupes de patients, donc les patients avec un PS2 altéré bénéficient mieux de cabazitaxel que les patients PS1. Donc, quel que soit l'intervalle entre 6 et 12 mois de résistance à l'hormonothérapie de nouvelle génération. Donc là, tous les sous-groupes de patients, ils bénéficient de cette arme thérapeutique. Donc, cabazitaxel fait mieux que hormonothérapie de nouvelle génération dans les cancers de la prostate résistants à la castration. Donc, après 3 cycles du Cabazi, donc on a constaté une amélioration des symptômes.
avec un PSA qui a baissé à 24, une diminution du nombre des métastases pulmonaires. Après 6 cycles, le PSA est à 8, avec un EVA qui est passé à 2 sur 10. Donc là, il n'y a pas de nouvelles lésions osseuses. Les métastases pulmonaires encore, ils ont baissé. Donc là, on a arrêté en mars 2020 à cause de la pandémie. Donc le patient était difficile pour se déplacer, tout le monde était stressé, il avait peur de choper le virus pour tout le monde. Donc on a poursuivi une castration seule. Donc en septembre 2020, il y avait une reprise évolutive de la maladie, avec une altération de l'état général du patient, avec l'apparition de douleurs osseuses diffuses. Donc le PSA, on l'a dosé, il était à 105. Donc le patient, il était fatigué, il a préféré des soins palliatifs que de discuter un nouveau traitement. Donc là, actuellement, en 2020, c'est le traitement du cancer de la prostate, il a beaucoup évolué en situation de sensibilité à la castration et en situation de résistance à la castration, tout en sachant qu'on a de nouveaux traitements actuellement, notamment les inhibiteurs de PARP pour les patients BRCA mutés et la radiothérapie métabolique avec du PSMA. Donc là, je vais conclure pour dire que le traitement du cancer de la prostate... Avant que tu conclues, Yassir, c'est dans quel cas il est judicieux de prescrire les antiparts? Parce que tout le monde en parle actuellement. Ben, les patients qui ont un BRCA muté. Pardon? Les patients qui ont un BRCA muté, ou ce qu'on appelle les BRCA-NES. Mais à ce Les moment-là... BRCA-NES. Oui, pardon? Les BRCA-NES, c'est-à-dire une mutation somatique du gène BRCA. Donc il faut faire la recherche de quel cas de BRCA. Oui. Mais quand on va y penser, comme quoi il y a une mutation génétique de BRCA ou les autres. C'est ça. C'est-à-dire qu'il va falloir obligatoirement définir... Il faut voir un facteur prédictif, oui. Oui. Et lesquels, le gène BRCA, Non, mais je voulais vous dire, c'est-à-dire dans quel cas on va y penser, c'est-à-dire comme quoi éventuellement il y a une mutation du gène BRCA. Ben, en général, c'est des patients jeunes, 50 ans, 55 ans. Il n'y en a pas beaucoup. Oui. Alors, est-ce que cette mutation, on la recherche au tout début, avant de proposer le traitement, ou est-ce c'est en cours après Si c'est possible de l'avoir depuis le début, c'est l'idéal. Ça, c'est pour une population cible. C'est ça. Des patients qui sont jeunes, des facteurs héréditaires. Il n'y en a pas beaucoup. Oui. Dans la majorité de nos cancers, il y a très peu de cas comme cela. Mais de plus en plus, on voit des cancers de la prostate chez des sujets jeunes qui sont agressifs. Ah oui. Et on pense à une forme génétique quand même. Ah oui, à ce moment-là, ma question, est-ce qu'il y a lieu de demander cette détermination, de rechercher cette mutation, et où va-t-on la demander? Alors, il y a les généticiens qui le font. C'est un prélèvement sanguin, et c'est un séquençage qu'on fait. Hein? Et ça se fait où? C'est dans le laboratoire de biologie moléculaire? De biologie moléculaire, oui. D'accord. Est-ce que ça vous arrive de demander, vous, les oncologues, Pas encore. On n'a pas encore commencé. C'est tout récent, ça demande... Vous la demandez dans le sein. Est-ce que le sein, on la demande pour le sein. Ah, d'accord. Le sein, on la demande. Très très belle présentation. En tout cas, on voit très très bien que les indications vont être bouleversées prochainement avec ce dont on vient de parler, c'est-à-dire les inhibiteurs de PARP. Mais on a vu aussi que la chimiothérapie peut être très efficace et que le fait de mettre le patient sous docétaxel n'est pas la fin de l'histoire. On peut le rechallenger avec du cabazitaxel et obtenir de bons résultats. Chez ce patient, il y a une diminution du PSA de 10 fois par rapport au dosage initial. Très, très belle présentation. On va passer à la troisième présentation.
Maître, cher modérateur, honorable assistance, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le troisième cas clinique de cette session. En effet, c'est un patient âgé de 70 ans qui s'est présenté en notre consultation pour une nicturie à raison de 3 à 4 fois par nuit, sans aucune autre symptomatologie mictionnelle. C'est un patient en bon état général et au toucher rectal, on retrouve une hypertrophie prostatique, sans nodule palpable, mais de consistance ferme du côté droit. C'est une prostate qui fait 50 cc et le dosage de PSA total était de 13,56 nanogrammes millilitres. 12 carottes biopsiques ont été prélevées. À l'étude anatomopathologique, on retrouve un adénocarcinome prostatique acineux dans les deux lobes, un score de Gleason 7 grade 3 majoritaire, de longueur tumorale respective de 5 mm et de 11 mm au niveau de l'apex et de la base du lobe droit, et de 1 mm, 2 mm et de 1 mm au niveau du lobe gauche. Alors, pour un premier point de discussion, cher modérateur et cher maître, je vous fais un premier résumé. C'est un patient âgé de 70 ans avec une prostate de 50 cc, un taux de PSA de 13,56 nanogrammes millilitres, 5 carottes positives sur 12, 2 carottes positives du côté droit et 3 carottes du côté gauche. Alors, quel stade pronostic à notre malade, cher modérateur? Pour moi, c'est une forme de, on va dire, pronostic intermédiaire. Je continue. En effet, selon la classification de D'Amico, notre patient a un grade intermédiaire avec un PSA de 13,56 et un score de Gleason 7. Alors, dans ce groupe de risque intermédiaire, la survie sans récidive biologique est estimée à 10 ans et d'environ 50%, et on retrouve une hétérogénéité pronostique lorsqu'on compare les groupes pronostiques de D'Amico et le normogramme de Caton. Ceci s'explique par la présence de deux sous-groupes, l'un qui est proche du groupe à faible risque et qui est défini par un pourcentage de carottes biopsiques positives inférieur à 34%, avec un taux de survie de récidive biochimique à 5 ans estimé à 85 ans. Chez ce sous-groupe, on envisage le traitement en monothérapie. Un deuxième sous-groupe qui est défini par un pourcentage de carottes biopsiques supérieur à 50%. La survie sans récidive biochimique à 5 ans est estimée à 30% et un traitement combiné est plus préférable chez ces patients. Alors, comment prendre en charge ces patients? En dehors de l'espérance de vie qui doit être supérieure à 10 ans dans tous les grades, 4 paramètres complémentaires doivent être pris en considération. D'abord, le pourcentage de biopsie positive, qui est un facteur prédictif de récidive biochimique. Ensuite, le grade de Gleason majoritaire des biopsies. Un grade 4 majoritaire serait un facteur pronostic de lésions extracapsulaires, de survie sans métastase et de survie spécifique. Ensuite, la longueur de la tumeur et le pourcentage de tissu tumoral total sur les biopsies. Et en dernier, une vélocité du PSA importante préopératoire supérieure à 2 nanogrammes millilitres, qui serait pour un accroissement significatif du risque de progression. Chose qu'on n'a pas pu évaluer chez notre patient, vu qu'il n'a qu'un seul dosage de PSA. Un bilan d'extension s'impose chez ce groupe de risque intermédiaire, qui doit aussi bien évaluer la topographie du cancer prostatique local, ainsi que la cartographie distale. D'abord, une TDM abdominopelvienne ou une IRM pelvienne pour apprécier l'atteinte ganglionnaire, une scintigraphie osseuse ou une IRM corps entier pour apprécier l'atteinte osseuse, et en dernier, l'IRM multiparamétrique prostatique qui permet aussi bien de caractériser la cartographie locale du cancer prostatique, ainsi que d'apprécier un éventuel franchissement capsulaire ou un envahissement des vésicules séminales, chose qui peut amener à une modification de la conduite à tenir chez ces patients. Notre patient a bénéficié d'une IRM multiparamétrique prostatique qui a retrouvé une prostate de 53 cc, un néo intraprostatique sans atteinte de capsule ni de vésicule séminale, sans adénopathie ni de lésion osseuse en regard. La scintigraphie osseuse avait douté de localisation secondaire au niveau du rachis lombaire, à ce niveau, mais qui ont été innocentés par l'IRM lombaire et qui nous répondent qu'il s'agissait plus d'une discopathie dégénérative ou bien de remaniement inflammatoire sans lésion suspecte. Pour un deuxième point de discussion, un deuxième résumé. C'est un patient âgé de 70 ans avec une prostate de 53 cc, un taux de PSA à 13,56, 5 carottes positives sur 12,
Une IRM prostatique avec un cancer intraprostatique, capsule et vésicule séminale intacte, sans adénopathie et sans lésion osseuse. La scintigraphie osseuse a douté de présence de localisation secondaire au niveau du rachis lombaire, mais qui ont été innocentées par l'IRM du rachis lombaire. Donc, cher modérateur, quel est le traitement radical à proposer à notre patient? Si on résume, c'est un patient qui a 70 ans, qui a un cancer de la prostate, risque intermédiaire, localisé. Alors, maintenant, vous avez fait la part des choses. Est-ce que c'est un intermédiaire, un faible, du moins qui se rapproche du faible risque ou du haut risque? Il y a quand même 5 carottes positifs. Le traitement surveillance active est à balayer pour ce patient-là, parce que là, ce n'est pas l'indication d'une surveillance active. Il faut proposer un traitement curatif. Alors, ça se résume en 3 options. La chirurgie, prostatectomie radicale, radiothérapie, avec une hormonothérapie courte de 6 mois, voire une curithérapie, même si ce patient a quand même une prostate de 53 grammes, c'est un risque intermédiaire, donc c'est une indication un peu limite. Voilà les trois types de traitements qu'on peut proposer sur ce patient-là. Je voudrais insister sur quelque chose d'important, c'est que quand vous avez parlé du risque intermédiaire, vous les avez catégorisés en 2 groupes, celui à faible risque, on va dire, intermédiaire mais à faible risque, et pour celui-là, vous avez proposé une monothérapie. Mais de plus en plus aujourd'hui, avec l'âge, mais ce n'est pas le cas de ce patient, bien sûr, on peut proposer une surveillance pour le groupe intermédiaire. 3 plus 4, pas 4 plus 3, 3 plus 4, on peut leur proposer une surveillance. Mais vers 70 ans, on peut se proposer ce genre de traitement avec une surveillance active. C'est Amer. Oui, je vous entends, oui. On- Il me semble que c'est un intermédiaire qui penche vers le haut risque. tout S'il à peut revenir, ici on voit les RM, au niveau de la zone périphérique, c'est un cancer qui est bilatéral. C'est en même temps à la biopsie. Il est bilatéral, mais avec quand même un haut volume. C'est quand même, si vous voyez les RM au niveau des coupes sagittales, est-ce qu'on peut revoir, s'il vous plaît, les RM? D'où l'intérêt Des coupes plutôt frontales. Oui. d'où l'intérêt de L'autre, faire IRM. IRM pré-biopsie. Voilà. Parce que Ça, c'est, si on retrouve 2 ou 3 carottes positifs et que dans l'IRM, on a les lésions bilatéraux, ça veut dire qu'on n'a pas pu atteindre les lésions. Donc, c'est trompeur de dire c'est un risque intermédiaire qui tend à être un faible risque. Donc, l'intérêt donc, de l'IRM, c'est un carreau. Oui. Non, mais je veux dire. C'est vrai que les RM, le problème, c'est que les RM, elle était faite après la biopsie. On aurait dû Si on veut classer faire les RM avant la biopsie. Pardon? il vaut mieux faire l'IRM avant la biopsie. Oui, effectivement. Alors, il y a une autre remarque, c'est celle de la scintigraphie. La scintigraphie était équivoque, et donc vous avez préféré demander une IRM pour éventuellement être sûr qu'il n'y a pas de métastase. Est-ce que vous ne pensez pas que le PET scan à la colline est meilleur? C'est une des belles indications quand il y a un doute sur la scintigraphie osseuse technétium biplanaire. Quand il y a un doute, le PET scan à la colline a une très bonne facture, une sensibilité, et on peut faire des diagnostics de métastase mieux que l'IRM, surtout quand il y a des discopathies, justement, parce qu'une discopathie arthrosique ne contre-indique pas le fait qu'il y ait des métastases sous-jacentes. C'est souvent à cet âge-là, 70 ans, qu'on en fait également. Et donc, quand tu as des scotums au PET scan qui vont vraiment vers le tissu prostatique et que vous les trouvez au niveau lombaire, là, vous êtes sûr que vous êtes dans une forme métastatique. Surtout quand vous avez... C'est un T2C. C'est un T2C, et donc, comme a dit Amer, on est un peu... On penche vers le haut risque. Voilà, exactement. Oui. C'est une Et remarque. surtout avec ces lésions suspectes à la scintigraphie, probablement, un PET scan à la colline serait la bienvenue. Très bien. Maintenant, il n'est pas encore recommandé.
Oui, mais bon, Dans le cadre du bilan, on mais est en aussi à train la de carte. discuter un cas, oui, Oui, effectivement. Les qui quand sont oui. fortement suspectes à la scintigraphie, l'IRM, elle vous dit que c'est probablement c'est atrosique ou une discopathie dégénérative, mais rien ne vous n'élimine des lésions métastatiques quand même. Attends. Et c'est des lésions, vous voyez le volume tumoral au niveau périphérique, c'est des deux côtés. Au niveau sagittal, probablement la capsule est touchée, probablement il est touché. Donc la curithérapie dans ce cas-là, il me semble à laisser en dernier. Oui, oui. Mais une hormonothérapie serait la bienvenue comme attitude. Et en second, je discuterai la prostatomie radicale sans pouvoir éliminer complètement l'éventualité de compléter par une radiothérapie post-chirurgie. Très bien, je vous remercie, professeur Hamad. Je continue. Alors, se rapportant aux résultats de cette courbe du risque intermédiaire, on note que les résultats de la radiothérapie externe et de la prostatectomie radicale sont pratiquement collés l'une à l'autre en termes de survie globale. Alors, chez qui la prostatectomie radicale est indiquée? D'abord, les patients ayant une espérance de vie supérieure à 10 ans, et plusieurs études ont démontré qu'elle permet aussi bien l'amélioration de la survie spécifique que de la survie globale. La survie sans récidive biologique à 8 ans est estimée à de 79% pour les tumeurs de petit volume biopsique et de 36% pour les tumeurs de volume biopsique important. La préservation de bandelettes vasculonerveuses n'est pas d'actualité, vu l'accroissement de risque de marge positif. Le risque métastatique ganglionnaire est estimé entre 10 et 25%, et un curage ganglionnaire étendu est recommandé et doit comprendre aussi bien la fosse obturatrice que les territoires iliaques internes et externes. En matière de radiothérapie externe, peu d'études ont été menées dans ce sens, mais ce dont on est sûr, c'est que l'augmentation de la dose d'irradiation permet a un impact sur le pronostic de survie sans récidive biologique. Et elle peut être aussi bien, exclusive qu'en association avec les analogues LHRH. Notre patient a bénéficié d'une prostatectomie radicale. À l'étude anatomopathologique de la pièce et des ganglions, on retrouve 2 lobes atteints, avec multiples foyers infiltrant de façon segmentaire toute la hauteur de la prostate, plus de 60% atteints dans chaque lobe, un score de Gleason 7, grade 4 majoritaire, 9 ganglions négatifs, 2 à droite et 7 à gauche, et on avoue qu'on a peu de ganglions, avec présence d'engainement périnerveux et de PIN de haut grade. Alors voici les images de l'anatomopathologie. La première, celle qui montre un ADK prostatique acineux. La deuxième qui nous montre une marge chirurgicale négative, saine, avec des berges d'exérèse ancrées en noir. Et la troisième image qui nous montre un adénocarcinome prostatique agencé en masse cribriforme, score de Gleason 7, grade 4, majoritaire. Le PSA de contrôle à 1 mois est revenu détectable, un taux de 0,17 nanogrammes millilitres, et le PSA de contrôle de 3 mois était de 0,28 nanogrammes millilitres. Donc, pour un troisième et un dernier point de discussion, je vous fais un troisième résumé. Alors, les 2 lobes ont été atteints avec multiples foyers infiltrant de façon segmentaire toute la hauteur de la prostate, plus de 60% atteints dans chaque lobe, un score de Gleason 7 grade 4 majoritaire, avec présence d'engainement périnerveux et de PIN de haut grade. Les 9 ganglions étaient négatifs, 2 à droite et 7 à gauche, et le stade proposé par notre anatomopathologiste était un PT2N0 MXG2R0. Le PSA de contrôle à 1 mois est revenu détectable à 0,17 nanogrammes millilitres, et le PSA de 3 mois post-op était de 0,28 nanogrammes millilitres. Donc, cher modérateur, faut-il se contenter d'une surveillance ou faut-il passer à la radiothérapie adjuvante? Je peux répondre, monsieur. Oui, vas-y, Ahmed. Je peux intervenir, oui. Bien sûr. Oui. C'est un dossier très intéressant. Alors maintenant, on revient au bilan d'extension. Donc, ce qui fait, on revient, maintenant, on a un PSA résiduel. La question, ce n'est pas surveiller ou une radiothérapie adjuvante immédiate. On est devant un PSA résiduel. Si c'est un PSA résiduel, pourtant, votre malade, il était correctement opéré. Maintenant, s'agit-il d'une maladie localement avancée ou s'agit-il d'une maladie métastatique? C'est ça la question. Exactement. Avant de proposer un traitement. Et il me semble, au vu de ce qu'on a vu à l'IRM et au nombre de biopsies, ce n'est pas une maladie qui est localisée. Ce n'est pas une maladie localisée.
ou il y a d'autres ganglions au niveau de la région pelvienne ou au niveau de la région sacrée ou au niveau de la région rétropéritonéale, ou les lésions qui ont été vues à la scintigraphie, en fait, c'était des lésions métastatiques. Donc, le traitement local tout seul, avec une prostatectomie, avec un curage qui est localisé, un curage héliobturateur, donc il est insuffisant. Et d'ailleurs, avec le PSA post-opératoire qui est résiduel, ça montre que le traitement chirurgical tout seul, il est encore insuffisant. Donc maintenant, c'est quel bilan proposé chez ce patient pour détecter est-ce que la maladie est encore au niveau de la région pelvienne ou est-ce que c'est une maladie qui est générale? C'est ça la question. Avec un PSA 0,17 et 0,28, il me semble avec 0,28, on est plus ou moins limité. On ne peut pas demander autre chose. On ne peut pas demander ni, parce qu'avec ce que nous avons maintenant qui est disponible avec la colline avec un PSA qui est moins de 1, on peut vraiment rien faire pour l'instant. Est-ce que maintenant la question, est-ce qu'il faut traiter immédiatement? Traiter quoi? Est-ce que traiter localement ou traiter une maladie qui est généralisée? Et par quoi? Est-ce que c'est une radiothérapie? Est-ce que c'est une hormonothérapie? Ou laisser venir jusqu'à ce que le PSA augmente? Et à ce moment-là, on serait éventuellement si d'ici janvier, on a le PSMA, à ce moment-là, on peut demander le PSMA. Et à ce moment-là, on va voir clair. S'agit-il d'une maladie qui est au niveau du bassin ou est-ce que c'est une maladie qui est généralisée? Si c'est généralisé, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau osseux ou est-ce que c'est au niveau ganglionnaire? Donc maintenant, la question, est-ce qu'il faut surveiller ou proposer une radiothérapie? Je pense que c'est encore trop tôt pour se prononcer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses sur Oui, alors moi je réponds d'abord à Omar Kbaj. Le curage ganglionnaire a été un curage étendu. Non, c'était un curage localisé. Ilio-obturateur bilatéral. D'accord. Donc 2 ganglions d'un côté et 7 à gauche au niveau ilio-obturateur. Donc ça répond à Omar Kbaj. Oui, aujourd'hui, avec le PET scan, à la colline, il y a un dilemme. Les radiothérapeutes ont des corps de malades qui font très bien quand ils sont irradiés avant 0,5 nanogrammes. Et pour eux, c'est un cut-off. Le problème, c'est que le PET scan à la colline ne devient contributif qu'au-delà de 1 nanogramme. Alors, que faut-il faire? Perdre cet avantage? Et ça, c'est des grandes discussions qu'il y a eu et qu'il y a encore aujourd'hui, moins avec le PSMA parce que lui, il est encore plus sensible. Mais que faut-il faire? Faut-il laisser, soi-disant, le malade perdre une chance d'avoir une meilleure curabilité de sa maladie, ou bien faut-il faire un PET scan à la colline? Parce que n'oublions pas que le PET scan, il change l'indication dans 80% des cas. C'est-à-dire, imaginez que votre malade, et de plus en plus on le fait actuellement, vous lui faites un PET scan, vous attendez, vous vous énervez pas, vous dites bon, il y a peut-être une perte de chance, je vais dépasser 0,5, vous l'arrivez à 1,5, vous faites un PET scan colline et vous trouvez un ganglion ou un magma ganglionnaire iliaque, ben vous êtes là, l'indication va complètement changer. Vous allez encore rester dans le curatif local en radiothérapie stéréotaxe ou bien en allant carrément faire un curage ganglionnaire étendu, et il y a des corps de malades chez lesquels on a fait une reprise de malade. Donc n'oublions pas qu'à l'avenir, à partir pour irradier le pelvis en se disant de manière randomisée, non, doit être là, c'est la maladie locale, même si votre PSA, il a quand même augmenté, presque doublé en 3 mois. Ce n'est plus aujourd'hui faisable, ce n'est plus acceptable, et il faut peut-être attendre que le PSA dépasse 1 nanogramme pour avoir une idée géographique, j'allais dire, de la localisation de la maladie résiduelle, ou peut-être qu'on va trouver au niveau de la région lombaire, ces fameux lésions lombaires vont s'allumer, ou je ne sais pas. C'est une belle présentation. Lalèche, tu veux? Moi, je voulais dire, première des choses, ce patient-là est probablement métastatique. Pourquoi? Parce que la prostatectomie radicale est à marge négatif. Donc, sur le plan, est-ce qu'on a laissé la tumeur des marges où il faut faire une radiothérapie sur la loge prostatique? Il n'y a pas d'indication. Maintenant, il y a 2 choses. Soit il y a des ganglions qu'on n'a pas pu détecter,
sur l'IRM et que le curage limité n'a pas pu rechercher, soit probablement cette image sur le scintigraphie osseuse qui a été négativée entre guillemets sur l'IRM est une métastase. Maintenant, comment faire la preuve de cette métastase? Comme a dit Sibel Hanish, on est encore à moins de 1. Donc le PET à la colline et ne peut ne pas être contributif, sauf si on veut calculer le temps de double time, même si il faut un troisième dosage, il est élevé, il est très bas, c'est-à-dire il est moins de 6 mois là, ce temps de double time. Et donc peut-être que ce temps de double time est bas, prêche plus vers une métastase qu'une lésion ganglionnaire. Donc, il n'y a pas feu de se précipiter. On ne va pas perdre de chance parce qu'effectivement, il faut faire une radiothérapie adjuvante lorsqu'on a moins de 5 ou moins 0,2 ou 0,5. Mais là, ce n'est pas dans le cadre de la récidive locale. C'est plutôt, ou du moins pas la récidive locale, plutôt la maladie résiduelle locale. On est plus à distance. À mon avis, il faut redemander aux radiologues de relire l'IRM en posant la problématique que la lésion était positive à la scintille. Est-ce qu'il n'y a pas une lésion? Parce que là, on se fie sur un compte-rendu d'un radiologue, on nous dit c'est négatif. Il faut aller revoir avec eux. Oui, probablement, c'est l'attitude que vous allez avoir. Et soit faire un PET à la colline, même si on sait qu'il ne va pas être contributif. Alors, il va continuer, il va vous livrer les solutions. Ah ouais, super. Alors, très bien. je partage complètement l'avis de et je suis d'accord sur le principe que, effectivement, la cinétique est inquiétante. On a un temps de doublement qui est de 2 mois. En 2 mois, 2 mois après, il y a le PSA arrivé. Mais aujourd'hui, si on veut rester aussi evidence-based medicine, c'est que ce monsieur, on sait que quand on irradie dès le cut-off de 0,2, on augmente les chances de stérilisation de la maladie pelvienne et tout ça. Et si on s'en tient aux recommandations actuelles aujourd'hui, il faut lui proposer à ce monsieur une radiothérapie de rattrapage. Il est probablement métastatique, nous avons l'impression au fond de nous tous, mais il y a un certain nombre de malades. Répondant à un problème organisationnel, le panel qui discute, si vous avez des choses, vous envoyez par mail. Comme ça, pour respecter les problèmes. En tout cas, c'est une très belle discussion et qui est actuelle aujourd'hui et qui soulève pas mal de patients. Sauf que le risque, c'est que si on propose une radiothérapie de rattrapage, c'est plus sur les aires ganglionnaires que sur la dose prostatique. Tout à fait. En sachant que peut-être qu'il n'y a pas de ganglion positif et que c'est une métastase. C'est qu'on va faire une radiothérapie par excès. Mais il y a un certain nombre de patients que vous raterez, si jamais vous le faites. Très bien. Donc, on continue là Je l'observation. continue. Alors, je vous remercie d'ailleurs. Alors, quels sont les facteurs pronostiques péjoratifs en nombre de 6? D'abord, par ordre décroissant, la présence de ganglions positifs. Ensuite, l'atteinte de vésicules séminales. Un grade majoritaire glisone supérieur ou égal à 4, comme chez notre patient. Ou bien une extension extracapsulaire. Présence de marge positive et un volume de tumeur important. Alors, ce qu'on retrouve chez notre patient, c'est ceux qui sont marqués en rouge. Et chez quel patient faut-il envisager la radiothérapie adjuvante? En nombre de 5. D'abord, les patients avec une marge positive, le franchissement capsulaire, l'atteinte des vésicules séminales et, comme chez notre patient, un PSA post-opératoire détectable supérieur à 0,2 nanogrammes millilitres et en dernier, un score de Gleason inférieur ou égal à 7. Alors, le dosage de PSA après prostatectomie radicale s'impose, mais il n'y a pas de consensus sur une valeur bien précise. Mais en pratique, on retient le chiffre 0,03 nanogrammes millilitres. Alors, on dit que le PSA est détectable chez les patients à faible risque si le PSA de contrôle est supérieur à 0,2 nanogrammes millilitres. Par contre, chez les patients à haut risque, le PSA est considéré comme étant détectable même s'il est inférieur à 0,2 nanogrammes millilitres.
Ceci nous amène à poser une question. S'agit-il, comme l'a signalé le professeur Lalj tout à l'heure, d'un résidu tumoral ou bien c'est plus une maladie métastatique? Se référant aux données de cette slide, chez notre patient, on se penche plus vers le résidu tumoral vu la présence d'un stade inférieur à PT3A, la négativité de ganglions et le stade à PT2. Le PSA doubling time, on n'a pas pu le calculer vu qu'on n'a pas eu assez d'intervalle pour apprécier le PSA de contrôle. Et le grade de Gleason, ce n'est pas le cas de notre patient, mais le score de Gleason est égal à 7, mais avec un grade 4 majoritaire. Notre patient a bénéficié d'une radiothérapie adjuvante en technique VMAT, dose de 66 Gray fractionnée sur 33 séances, dose de 2 Gray par séance, sur la loge prostatique et le pelvis, sur un étalement de 49 jours d'une période allant du 10 août 2020 au 29 septembre, en association avec une hormonothérapie analogue LHRH. Le PSA de contrôle à 1 mois après radiothérapie est revenu indétectable. Et avant de conclure, je voudrais revenir sur l'intérêt du dosage de PSA après prostatectomie radicale. On distingue entre 3 groupes. D'abord, le groupe avec un PSA post-op indétectable, qui reste avec un taux de survie sans récidive biologique à 7 ans, un taux excellent à 95%. Ensuite, le deuxième groupe, un PSA détectable stable avec une faible vélocité inférieure à 0,05 nanogrammes par an ou bien une stabilité sur 2 dosages. Effectivement, comme l'a signalé le professeur Lalj tout à l'heure, faut-il d'abord faire une relecture des lames pour essayer d'expliquer ce PSA détectable. La biopsie éco-guidée de l'anastomose reste très peu sensible. L'IRM multiparamétrique, une sensibilité de 13% si le PSA est inférieur à 0,3 nanogrammes. Donc en pratique, seule l'élévation exponentielle du PSA pourrait justifier la présence d'un tissu malin. Pour le troisième et le dernier groupe, c'est le groupe avec un taux de PSA détectable instable avec une vélocité importante supérieure à 0,05 nanogrammes par an. La grande majorité, il s'agit plus d'un tissu malin résiduel, mais je tiens à préciser et à souligner qu'aucune imagerie ne permet de différencier et de faire la distinction entre un tissu malin résiduel ou bien une maladie métastatique. Et il faut plus faire une réunion pluridisciplinaire pour décider la conduite à tenir à suivre. Honorable assistance, chers modérateurs et chers maîtres, je vous remercie pour votre attention. Alors, j'ai une remarque. Oui. Sur cette question-là, on est encore à nos fins. On ne sait pas où est la maladie. Pour ce type de patient, je ne comprends pas pourquoi on a fait une radiothérapie associée à une hormonothérapie. Dans le cadre de radiothérapie adjuvante, l'hormonothérapie n'est pas indiquée. On aurait pu faire une radiothérapie exclusive et qui permettrait aussi de voir, parce que si vous avez fait une radiothérapie exclusive, si la maladie était pelvienne, prostatique ou ganglionnaire, le PSA va diminuer et on comprendra que c'est une maladie pelvienne. Maintenant, là, vous avez fait la radiothérapie pour le loco-régional et l'hormonothérapie pour une métastase à distance éventuelle. Donc là, vous avez brouillé les cartes. Bon, effectivement, le PSA est revenu à 0,01. La question qui va se poser, faut-il que votre hormonothérapie, vous allez la poursuivre jusqu'à quand? 6 mois. C'est RCP qui est 6 mois. Oui, mais 6 mois, d'accord. Donc vous considérez que la maladie est locale. Elle n'est pas métastatique. Alors, je verrai. Non, mais non. Je comprends. 6 mois d'abord. Vous discutez tout en RCP, c'est une très bonne chose. Maintenant, quels sont les critères? Quels sont les critères qui vont pencher vers une maladie locale? C'est-à-dire que moi, j'aurais probablement attendu encore un mois, parce qu'on peut attendre jusqu'à 0,3, 0,4 nanogrammes. Et calculer le temps de Goultaï, et si c'est une maladie métastatique, le temps de Goultaï va être très long. Et alors, il faut calculer comme le PSA est entre 0,03 et 0,2. Vous avez deux chiffres. Détectable. Là, le PSA post-opératoire est détectable. Oui. On est dans le groupe, on n'est pas dans le groupe A, on est détectable là, on n'est pas dans l'indétectabilité.
On n'est pas supérieur à 0,03, inférieur à 0,2. On est détectable. On est Oui, supérieur à 0,2. Oui, c'est pour vous dire, parce que la lésion qui était à distance. On a suivi que les recommandations. Oui, oui. Ça détectable en douce opératoire supérieur à 0,2. C'est vrai. La question peut se poser. Est-ce qu'il y a un résidu tumoral ou il est métastatique? Aucune imagerie au stade actuel ne peut. Si une pète à la colline, si le temps de Wolfram, Alors, c'est pas, justement, il peut être positif même à moins inférieur à 1. je vais répondre et en même temps, La sensibilité du pète à la colline dépend aussi du temps de Wolfram. tout à fait. Mais il faut quand même rappeler, et là je réponds aussi à Sehbabi, c'est très important. Et il faut savoir que ce qu'ils ont fait rentre dans le cadre RCP tout à fait honorable, c'est ce que se fait dans le monde actuellement. Le problème, c'est que tous ces malades qui sont en résistance à la castration M0, c'est des malades qui ont été créés par cette indication-là. Parce qu'on parlait tout à l'heure des malades en résistance à la castration M0. C'est l'échec du traitement local qui a été taclé aussi bien par une physiothérapie qu'une hormonothérapie. Et donc on ne sait plus si la maladie, parce qu'il y a eu une baisse très importante, mais ça, il y a l'attitude qui a été prise est excellente, il n'y a rien à dire d'un point de vue pratique, quotidien, mais nous devons nous interroger tous sur l'apport fabuleux que va nous apporter à l'avenir les radiotraceurs tels que le PSMA par exemple. Parce que là, il y aura un traitement, par exemple, il y a un ganglion qui s'allume du côté où il y a 2 ganglions. On va dire, tiens, on va aller faire un curage complémentaire. Et peut-être qu'on va gagner 3, 4, 5 ans sur ce malade et il ne bénéficierait pas d'hormonothérapie. Le fait de mettre donc tout le pelvis sous radiothérapie, bien sûr parce qu'on rattrape, il y a de fortes chances que ça soit la bonne chose à faire, mais n'oublions pas que les radiotraceurs à l'avenir, qu'on le veuille ou pas, hein, moi, je suis aussi un ancien, et je sais, on a toujours travaillé comme ça, et on est très heureux d'avoir la radiothérapie de rattrapage, parce que nous faisons des malades qui méritent, qui nécessitent une radiothérapie de rattrapage, et ça sauve les malades, ça nous sauve aussi en tant que chirurgien par rapport à l'échec biologique que nous constatons, mais il faut savoir que cette méthode de travail va être bouleversée dans le futur proche. Et j'ai eu cours comme quoi le PSMA allait entrer juste avant la pandémie. Il allait avoir l'aval du ministère de la Santé, le PSMA. Hein, c'est un laboratoire qui le fait et qui allait rentrer, qui allait devenir opérationnel. Et puis après, les choses ont périclité. J'espère qu'il va venir. Et vous allez voir que quand vous allez travailler sur la fourchette 0,1, 0,5, les choses ne seront plus comme avant. Et vous allez constater progressivement que beaucoup de malades vont avoir un autre traitement que la radiothérapie de rattrapage. Donc, on a tous raison, mais il faut bien qu'on pratique, que le malade puisse bénéficier d'un traitement qui soit logique et qui est un rationnel. En tout cas, bravo pour... Vous avez raison, et mes collègues ont raison. Vous Tout à avez raison fait. dans le sens où les radiotraceurs vont apporter plus de clarté dans les décisions. On pourra proposer des choses plus précises quand on saura où se trouvent les zones sécrétrices et les éventuelles récidives. Mais ça, personne. Oui. Ça, nous aussi, radiothérapeutes, on veut bien, mais aujourd'hui, on fait avec ce qu'il y a. Et effectivement, mes collègues ont raison de dire qu'à ce taux de PSA, même si le temps de doublement est important, il est rarissime d'avoir une fixation. Donc, quant à de l'hormonothérapie courte à la radiothérapie de rattrapage, c'est les résultats de l'étude GETUL 16 qui montre que justement, il y a un bénéfice à apporter une castration de 6 mois en accompagnement avec la radiothérapie. Donc, par rapport à l'attitude et au référentiel, c'est le justificatif de cette hormonothérapie courte qui est voilà. Après, pour l'attitude opérer des récidives ganglionnaires et tout ça, aujourd'hui, aucune étude n'a montré de bénéfice à aller opérer un ganglion résiduel quelque part, même si c'est séduisant. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, quand on a une prostate avec une ganglion,
l'attitude, le standard, c'est toujours, c'est encore aujourd'hui, faire marche arrière. Je pense que tant qu'on n'a pas revu cette attitude de ne pas opérer des prostates avec des adénopathies résiduelles, enfin, des adénopathies pathologiques avérées, on ne peut pas les proposer des chirurgies ganglionnaires étendues dans le cadre de rattrapage. Bien, merci. Je pense que quand on a fait un curage localisé et qu'on a des ganglions dans une autre zone, on n'est plus dans les protocoles. On est dans un patient qui a 2 ou 3 ganglions positifs qu'il faut aller chercher. Par contre, il y a une très belle question qui est posée par Zineb Bzaz. Qu'en est-il du score de Roche pour l'indication de l'étendue du curage ganglionnaire? Ça, c'est pour vous. Oui. Mais ça aurait été fait avant d'opérer le patient. Tout à fait. Est-ce que vous vous basez sur ça pour proposer un curage ganglionnaire ou dans l'équipe? Non? Les nomographes de Briganti, par exemple, qui t'évalue le risque d'extension ganglionnaire, faut-il, dans ce cadre du classe amico intermédiaire, faut-il faire un curage ou non? C'est Mohamed. On avoue qu'on a fait un curage très restreint. Très restreint. Très, très bien. Très bien. Je vous remercie tous pour votre chaleureuse participation. Les cas cliniques étaient tous très intéressants. On a appris beaucoup de choses. Et je pense que beaucoup de choses vont changer à l'avenir grâce aux radiotraceurs qui vont changer notre vision de la maladie et surtout qui vont nous imposer de nouvelles prises en charge basées sur l'evidence-based image. Merci. Monsieur le Président. Merci, professeur Belhnesh. Merci, professeur Belhnesh. Merci, professeur Hamel, pour votre participation et la façon et la manière avec laquelle vous avez géré ces cas cliniques qui étaient très, très intéressantes. Alors, je remercie les différents orateurs. Merci beaucoup. Sveiti, Khtish, Anas, c'est Anas. D'accord. Alors, c'est juste pour rappeler qu'il y a une deuxième partie demain matin, que ça commence à 10h. C'est l'avis des experts. Un détail technique important, le lien de ce soir est toujours le même pour demain, donc il est valable pour demain. Voilà, et je vous donne rendez-vous demain à 10h. Merci.